Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les écrans, sur tous les formats, quels qu'elles soient. On est de retour une ultime fois cette année, je crois, pour vous parler de Marvel Studios. Il y a peut-être encore What If, effectivement, qui arrive en toute fin d'année, mais je pense qu'on enregistrera le podcast si on le fait en début 2024. Donc je crois que là vraiment c'est la dernière fois que l'on parle du MCU cette année 2023 qui a été copieuse comparée à l'accalmie qui se prépare justement pour l'année prochaine. Et la série qu'on va aborder, c'était l'une de ces nombreuses sorties de la période automnale. On a eu donc du Gen V, on a eu du Scott Pilgrim, mais en live action, on a également eu la deuxième saison de Loki, qui est 2 ans après la première saison en 2021, vient conclure l'arc du personnage incarné par Tom Hiddleston. Après une année qui a été assez compliquée pour Disney+ également, puisque la dernière fois qu'on avait regardé Disney+, c'était pour se taper Secret Invasion, donc autant vous dire que c'était pas non plus un souvenir très fameux qu'on avait encore de ces productions. Puis entre temps, il y a eu The Marvels aussi, il y a eu cette année il y a eu Ant-Man 3. Donc vous le savez, le ressenti autour de Marvel Studios, il est plutôt compliqué comme pour les blockbusters et les films de super-héros en général. Et peut-être que Loki, là-dedans, cette seconde saison est un peu la lumière au bout du tunnel, peut-être une étincelle d'espoir qui montre qu'effectivement, quand des showrunners sont impliqués, quand il y a des scénaristes qui connaissent un peu leur sujet, qui sont au travail depuis quelques années dessus, quand ils se donnent un petit peu à fond, quand on a des acteurs aussi qui sont plutôt sympathiques, ça donne un résultat plutôt sympathique, disons-le, à défaut d'être la meilleure série de Marvel Studios depuis Loki saison 1, effectivement. Et pour en parler, bien entendu, je ne serai pas seul, mais ça fait partie de ces petits podcasts-là en tout petit comité, puisque c'est compliqué de réussir à trouver du monde dans ces périodes de pré-fête de fin d'année. Tout le monde est en vacances, tout le monde fait « Mais tu m'emmerdes, Arnaud, avec ta série à la con, j'ai pas envie de la mater. » Et heureusement, vu que Yerim squatte toujours au bas de la porte de mon appart. Sauf pour les séries que j'aime bien. C'est vrai. Parce que là, j'ai vraiment été victime de la malédiction The Boys, c'est-à-dire que ça fait 4 saisons plus maintenant un spin-off. Qu'à chaque fois, t'es jamais dispo en fait. Enfin non, il y en a où c'est juste tu m'invitais pas. Non, là, regardez-le. Et là, effectivement, tu m'as proposé et j'étais en vadrouille au Canada, précisément. Enfin non, faut être exact. Ce que Arnaud m'a dit, c'est on va enregistrer tel jour, soit Gen V, soit Loki saison 2. Et après, il m'a dit, il m'a sous-entendu très clairement, pas forcément en ces termes, qu'il souhaitait que je cite, je souille Tom Hiddleston plutôt que je dise mon amour de Gen V. Donc me voilà de retour du côté obscur de la force. Ouais, t'as une façon de raconter l'histoire, effectivement. On sait pourquoi que t'es journaliste rap et pas histoire, t'es pas historien Mais en parlant de ça, oui. J'ai quand même sorti un livre qui s'apparente à un manuel d'histoire-géographie du rap français. Parle-moi-en donc, écoute. Eh bien, ça s'appelle Les routes du rap, Arnaud. Et donc, en fait, c'est une cartographie du son hexagonal. Donc, c'est-à-dire que, plutôt que d'aborder la scène rap français par artiste ou par style ou même par époque, en fait, c'est par géographie, par zone géographique. Donc, par exemple, le premier chapitre, c'est le nord de la France. Le dernier, c'est le sud-sud. Alors, par contre, je suis limité à l'hexagone pour des questions de place, malheureusement. Mais du coup, c'est un chapitre par région en fonction du nombre d'artistes rap dans la région. Donc, j'ai essayé de balayer un maximum. Et donc, dans chaque chapitre, t'as des anecdotes, des extraits d'interviews, des témoignages, des traits d'humour, des traits d'esprit, j'ai envie de te dire. Comme j'en ai le secret, évidemment. Et là, tu lâches des gros fils de pute quelque part à droite, à gauche. Non, c'est plus des citations. D'accord. En général, je me cache derrière des rappeurs pour caler des trucs sur des journalistes, des hommes politiques, tout ça. Et évidemment, il y a dans chaque chapitre une partie plus sur le contexte, donc comment le rap est arrivé dans telle région. C'était qui les premières têtes, c'est qui les têtes les plus récentes, entre guillemets, c'est quoi les styles qui se sont développés, etc., comment c'est structuré, les lieux emblématiques, les gros événements, les accomplissements les plus spectaculaires, etc., etc. Donc voilà, ça s'appelle Les routes du rap chez Michel Lafon et normalement c'est dispo un peu partout. Dans toutes les librairies. Toutes les librairies. Après, vous pouvez le commander en Fnac, Amazon si vous n'avez pas d'âme. Et voilà.
les routes du rap, une cartographie du son. J'ai l'impression qu'on était sur une vidéo YouTube avec le lancement du sponsor, le placement produit. Là, donc c'est pas NordVPN, mais c'est Yerim Sar du coup qui nous vend son propre bouquin. Golden CBD également, si vous avez des insomnies. Au secours. Mais par contre, vraie question, du coup, il y a du rap alsacien dans ton bouquin? Je crois Strasbourg, c'est l'Alsace ou pas? Oui. Où il y a totalement du rap alsacien. Alors. Ah bah parfait, bah je vais l'acheter. Je vais l'acheter, tu sais. Il y a des anciens en fait à Strasbourg et des nouveaux. D'accord. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois bien qu'il y a une rappeuse très 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 prometteuse qui s'appelle Kai The Prodigy, qui initialement vient de Strasbourg. Ok, bah écoute, dans ce cas tu m'as convaincu parce que nous en Alsace on est très très chauvin, tu vois. Donc j'ai du coup là s'il y a des Alsaciens qui nous écoutent, tu peux être sûr qu'ils vont se précipiter là-dedans. Bon, bref, voilà, ça c'était ton placement de produit. Tout et en vrai, vu le nombre de fois que tu viens et tout ça, t'as bien le droit de le faire. Voilà, c'est ça, voilà. Vu le temps que t'investis. Après c'est un peu dommage qu'on soit que tous les deux parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y a des gens qui ont réellement apprécié. Oui. Mais j'ai essayé quand même de recueillir quelques-uns de leurs arguments pour essayer de les représenter un minimum, même si voilà, ce sera pas autant que s'il y avait une troisième personne. Ouais. Mais je comprends à peu près ce qui a pu plaire quand même. Après là, c'est vraiment, je suis très transparent. Effectivement, j'avais notamment Yasmina, je sais qu'elle nous écoute souvent et je lui en avais parlé aussi. Je voulais l'inviter. J'avais pensé aussi à Aurélien Vives par exemple, dont je sais qu'il a beaucoup apprécié parce que justement, je voulais justement que ce soit pas forcément autant. Parfois, il y a des trucs où on est que tous les deux où ça peut tabasser le truc et je trouve que en vrai, enfin, c'est mérité. Autant, je pense pas non plus qu'on va faire ça clairement dans ce podcast. Non. Et j'avais aussi envie d'avoir des gens vraiment réellement enthousiastes et tout ça. Donc par contre là c'est vraiment une contrainte très logistique et de temps, c'est-à-dire que là on enregistre un vendredi après-midi, les gens sont pas souvent disponibles en semaine à part les branleurs freelance comme nous, tu vois, qui pouvons ajuster nos trucs comme on veut. C'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai mis plusieurs années à comprendre que t'avais un taf de bureau en open space et que pour moi je comprenais pas parce que je comprenais pas tes horaires en fait. Ah mais moi, en fait le truc c'est que moi le secret c'est que mes horaires c'est tout le temps. Voilà ça. Donc en vrai moi c'est un peu ma malédiction aussi, c'est que je bosse littéralement tout le temps. Donc en fait tu sais, enfin je pense qu'il y a des Parisiens qui doivent se dire c'est qui ce mec là dans le métro avec son Mac ouvert qui est en train de piloter des trucs, et fait c'est le fou furieux qui rédige des articles aussi sur la ligne 7 quoi. Mais ce que je veux dire c'est que contrainte logistique, on enregistre un vendredi en semaine parce que le samedi le lendemain en fait je serai pas disponible, le samedi d'après c'est samedi près de Noël je crois de Noël, c'est ça, c'est 24, donc je vais pas demander aux gens de se libérer un samedi après alors qu'ils vont rejoindre leurs proches. Peut-être que sinon ça aurait pu faire un épisode très triste avec les gens. Est-ce qu'à Noël on se ferait pas Aquaman 2? Est-ce que ce serait pas le réveillon de l'année? Non mais si on se le fait la semaine prochaine, mais faut que t'ailles le voir, et s'il y a pas de projection presse, va falloir que je te paye la place quoi. Ouais. C'est ça le truc. Ça va être un dilemme ça. Mais au pire en vrai ça me dérange pas au pire de te payer la place. Parce que voilà, ça aurait pu faire un épisode, tu sais, Loki pré-réveillon de Noël avec tous les gens qui ont pas de famille et du coup qui doivent rester seuls. On serait tous super tristes. Et voilà, et ça sera un podcast absolument angoissant. Mais donc, on va parler de Loki saison 2. Toi, Yerim, tu avais plutôt apprécié quand même la saison 1 ou pas trop? Ouais, j'avais plutôt apprécié dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire que c'était la première des séries MCU. Pas du tout, c'était WandaVision la première. Ah ok, donc c'était la seconde. Falcon, non, parce que t'avais eu Falcon et Winter Soldier, donc c'était la troisième, c'était pendant l'été. Attends, Loki saison 1, c'est après Falcon et Winter Soldier? Ouais. Ah ouais. T'avais eu WandaVision, okay. Tu sais, c'était à l'époque où ils enchaînaient, en fait. T'avais très peu de battements, donc t'avais WandaVision en tout début d'année, t'avais eu Falcon et Winter Soldier ensuite, et après, ils avaient fait Loki pendant l'été, et moi, je me rappelle même qu'on avait eu droit à une projection en salle de cinéma des 2 premiers épisodes, où le twist, en fait, c'est qu'ils nous avaient invités juste pour voir le premier, et au milieu, et pendant la séance, en fait, à la fin du premier épisode, je crois que t'avais un message de Tommy Dawson qui disait, mais t'étais là, en plus, je me rappelle. Ouais, mais je crois. Et il disait, je vous remercie d'avoir maté le premier, et franchement, en vrai, les gars, la MIF, on se connaît, hein? Vous voulez voir le second? Eh ben, allez, on le mate. Et du coup, on avait enchaîné le truc. Et pour le coup, vu que c'était quand même un peu une proposition plutôt sympathique et tout, je trouve qu'il y avait un peu de hype et tout ça. C'était 2021, c'était l'époque où on arrivait quand même à se hyper aussi, de façon peut-être plus, Ouais, bon, et c'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai qu'il bénéficiait, du côté, c'est un historique, c'est un mec qui fait partie des meubles maintenant, Loki, par rapport au MCU, donc, oui. Il y a pas la difficulté de te convaincre de l'intérêt d'un nouveau personnage, etc. Bon, après, j'avais trouvé qu'il y avait toujours de la grosse triche dans l'update de cette version du perso, puisque normalement, c'est le connard de Avengers 1.
Et on lui passe un diapo de sa vie de merde, enfin de la version vie de merde qu'on a connue dans le MCU, donc jusqu'à son sacrifice, on va dire. Sa mort par Thanos. Ouais. C'est ça. Et là, c'est bon, le mec il a vu ça et il se dit donc maintenant c'est bon, j'ai l'update, je suis votre Loki. Et donc là tu fais je comprends l'astuce parce que en 6 épisodes t'as pas non plus trop le temps, mais moi en fait ça m'aurait fait marrer d'avoir un Loki qui est quand même assez crapuleux. Alors après je sais que oui, ils ont essayé de lui conserver ce truc là, c'est-à-dire qu'il trahit 18 fois le TVA, mais c'est pas que dans son propre intérêt, c'est ça, c'est de plus en plus pour quelque part les aider, empêcher la fin du monde, empêcher la fin de tous les mondes, machin. Essayer de protéger Sylvie qui est donc un variant féminin de Loki. Mais voilà, il y avait en fait, c'était à peu près comme WandaVision pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de promesses qui étaient désamorcées, t'avais l'impression de voir un ballon se dégonfler petit à petit. C'est-à-dire que par exemple, quand t'as une fin d'épisode où tu vois 4 variantes dont un croco, tu te dis c'est cool, ça va être assez amusant, ça va être complètement fou. Et en fait, c'est très normalisé dès les premières secondes de l'épisode suivant. Pareil, le Loki qui apparaissait dans le trailer, qui faisait très invasion du Pentagone, avec limite un badge présidentiel. Oui, le vote Loki. Un connard qui a le truc des cornes de cerf sur la tête, à côté de lui ou dans son dos, le mec qui a une peau de bête. Enfin, tu vois, il y avait ça. En fait, c'est juste tous des variants de Loki qui veulent envahir un point où les 4 autres se cachent. Enfin, tout ça était très normal. À la limite, Kang à l'époque, tu pouvais être curieux de la version Eternitus. Immortus. C'était The He Who Remains, du coup, mais c'est comme ça qu'il l'appelait en fait. Ouais, celui qui demeure. Donc on va dire le demeuré. En gros, lui, tu disais, c'est marrant parce qu'il a pas l'air méchant. Le demeurant. Ouais. Il a pas l'air méchant, mais c'est marrant de voir que ce sera justement un personnage avec potentiellement une 50aine de versions différentes et tout. Bon, le problème, c'est qu'après, plus il nous envoie des nouvelles versions et moins tu veux en voir. Mais à cette époque-là, tu ne pouvais pas le savoir. C'est ça. Il y avait du potentiel. Les gens, on s'était dit, c'est bizarre s'il ressemble pas à Kang dans ce côté un peu dandy, un peu il se moque, un peu machin. Mais tu disais pourquoi pas. Recul, voilà, on avait l'habitude quand même de Marvel Studios de prendre à contre-pied aussi parfois les incarnations ou la façon de jouer les trucs. Effectivement, on savait pas que en fait, on avait devant nous juste un bouffon. Vraiment. C'est ouais. Dans le sens, il y avait pas d'autre idée, il y avait pas de grand plan derrière pour quoi que ce soit. Je trouvais que l'actrice qui joue Sylvie était plutôt bien. Sofia Di Martino, ouais. Voilà, personnellement, je trouvais pas qu'elle volait la série à Loki, parce que je sais qu'il y avait eu ça comme grosse critique, des gens qui disent mais nous on voulait que Loki. Vous nous avez arnaqué, maintenant ça devient une série Sylvie. C'est pas des critiques, c'est des abrutis masculinistes, ça. Oui, voilà, c'est le côté, vous l'avez grand remplacé par une femme, qu'est-ce que c'est ça, et tout. Donc voilà, mais de toute façon, bon, c'est ça qui est drôle, c'est que je pense que maintenant, mais surtout qu'en fait, elle a jamais grand remplacé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vu que t'avais, en plus, les séries étaient pas encore diffusées, mais t'avais ce côté un peu passage de flambeau sur les séries Disney+. C'est-à-dire qu'on on voyait. Mais effectivement, c'était pas du tout le cas. Non, mais c'est ça. Mais moi, je me rappelle très bien que ma théorie principale, c'était que Sofia Di Martino devait remplacer Loki en tant que tel dans le MCU de la même façon que Kate Bishop remplace Clint Barton et ce genre de choses là, tu vois. Et moi, j'en étais persuadé. En fait, effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Clairement, en fait, il y a un truc qui est simple, c'est que ce qu'ils appellent le star power, c'est Tom Hiddleston qui l'a dans la série. Oui, bah ça, oui. Et ils sont pas idiots. C'est pour ça que, bon, déjà, d'une part, c'est ce que j'avais dit, je crois, à la fin du podcast sur The Marvel, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins grâce à la popularité de Loki que Hemsworth a été maintenu en Thor et qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui des films Thor, en fait. Non pas que il a besoin de la présence de Loki dans ses films, mais c'est qu'en fait, à une époque, c'était en questionnement et c'était pas du tout Feige n'en était pas content en fait, et c'est vraiment en fait c'est le Loki de Avengers 1 qui sauve absolument tout.
Ah, pour moi, c'est même le Loki de Thor 2 qui sauve le film Thor et qui sauve la franchise. Ah oui, non, mais je veux dire, il acquiert cette popularité-là avec Avengers 1, pas vraiment avec Thor 1. Mais pas forcément, ouais, bien sûr, ouais, d'accord. C'est plus dans ce sens-là. Mais oui, non, mais après, le buddy movie qu'il arrive à taper dans Thor 2, déjà, c'est le seul intérêt de Thor 2, hein, concrètement. Avec la séquence, en plus, c'était la séquence. Alors, vu qu'il y avait pas encore tous ces gimmicks de caméo et tout ça, où tu t'ennuyais de ça, le fait que, tu sais, quand il marchait et qu'il prenait l'apparence de Captain America, machin. Ouais, c'était un peu marrant, c'est vrai. C'était un vrai, pour le coup, c'était un vrai petit truc, tu vois. Oui, c'est vrai que c'était l'époque où tu pouvais sourire honnêtement à ce genre vraiment. de choses, parce que tu disais pas, je me rappelle, ça faisait marrer les gens, vraiment. Ouais, c'est ça, tu disais pas, ils ont fait ça en mode bouche-trou absolu. C'est ou appel d'air, tu sais, appel de public comme ça, genre regardez, on a un caméo, clairement, là. c'est pas The Beast dans The Marvels, c'est vraiment pas cette horreur où tu dis ah ouais, alors vous avez plus que ça, quoi. Ouais, non, c'était juste du fun entre guillemets. Et donc ouais, pour revenir sur la saison 1, donc ouais, en demi-teinte pour moi, mais pas honteuse, quoi. Bon, après, il y avait quand même toujours ce côté fuite en avant, c'est-à-dire que c'est censé être la série où on te met le plus sous les yeux l'idée du multivers, des 10 000 voire 150 000 timelines parallèles qui existent. Et en fait, en réalité, c'est très secondaire et ils sont très fuyants avec ce thème-là, c'est-à-dire que même quand ils arrivent face à celui qui demeure, bon, une fois qu'il leur a dit voilà, on est plein de Kang, et puis en fait les autres sont très très dangereux et méchants, et on peut pas s'empêcher de se faire la guerre et tout machin, ça redevient une espèce de dilemme, de dispute en fait entre Loki et Sylvie, genre moi je veux le tuer, ouais mais non, imagine, dis la vérité, ouais mais je vais le tuer quand même. Et là t'as ce qui à l'époque était quand même une fin quand même, un gros cliffhanger, ouais, fou. Ouais. C'est que donc elle ne l'écoute pas, elle tue celui qui demeure, qui en plus a des paroles qui sont en fait toujours aussi énigmatiques aujourd'hui puisqu'ils ont rien écrit, mais c'est tu sais, qui disait genre on va se revoir. Avec un énorme sourire, et après il tombe. Oui, sachant que en plus tout le monde disait oui, alors c'est vrai que tout le monde disait mais du coup parce qu'on savait qu'il serait dans Quantumania, on savait qu'il y aurait tellement de possibilités folles à cette époque-là. Mais c'est parce que c'était vraiment aussi l'époque où et techniquement, à l'heure où on enregistre, en plus c'est terrible parce qu'on est à quelques heures du verdict du procès de Jonathan Majors. Vendredi fin d'après-midi, donc avec le décalage horaire. Ouais. Ça risque de, ça se trouve pendant le podcast. Pendant le podcast, et du coup on va devoir cet affreux Jojo va savoir son destin. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'était que c'était à l'époque où vraiment il y avait une ambition affichée par le studio pour ce personnage, tu vois. Oui, complètement. Et je pense qu'ils y croyaient. Alors, je pense pas qu'ils avaient un plan structuré parce que sinon c'est pas possible. Même s'ils l'avaient, le truc c'est que on sait maintenant, voilà, c'est que leurs plans sont en constante réécriture. Ouais, c'est ça on sait. Mais disons que voilà, Loki, du coup, le truc commence à s'effondrer, ça se retéléporte. Loki pense retourner dans la TVA que lui connaît, sauf que là, il y a des portraits de Kang partout, il y a une statue avec sa tête en très grand. Et personne ne le reconnaît, très important. Donc il n'est pas dans la timeline que tu as suivie pendant toute la saison. Donc tu dis même si effectivement la saison 2 a été retardée, etc., par rapport à plein d'événements, mais tu dis normalement quand tu me laisses en fin de saison c'est un code de série ultra basique. Il y a deux trucs, soit t'assumes pas et tu fais un épisode remplissage parce qu'en fait tu veux justement rentabiliser ton audience, donc tu vas dire ils vont forcément tous suivre l'épisode suivant. Eh ben non, feinte, en fait c'est un flashback sur un chat. Donc voilà, donc alors ils sont pas allés jusque là, mais alors en fait ils diluent ce cliffhanger sans jamais y répondre pendant toute la saison. C'est-à-dire que Loki, effectivement, à la première séquence de l'épisode 1 de la saison 2, est effectivement dans ce monde-là où personne ne le connaît. Et donc là, il a en fait attrapé la maladie de Gilles de la Tourette, mais version spatio-temporelle. Ouais. C'est-à-dire qu'à des moments, il se contorsionne, il fait et il y a quand même un effet spécial numérique, hein, c'est pas juste Tom Hiddleston qui fait des grimaces.
et il disparaît et il réapparaît instantanément, mais dans une autre timeline. Et du coup, ils utilisent ça pour que plus jamais ils ne reviennent dans la timeline où tu l'as quitté à la fin de saison dernière. Donc en fait, tu n'auras jamais cette timeline parallèle où un des Kang qu'on suppose être le Kang, un des Kang en tout cas très dangereux et très méchant, a effectivement conquis absolument tout et gère de manière non pas cachée comme celui qui demeure, mais de manière officielle, la TVA. Donc toutes les timelines. Donc c'est un Kang qui contrôlerait à peu près tout. Bah en fait, ça tu ne l'auras jamais. Et à la place, vu qu'il y avait un petit peu une espèce de tremblement de terre un peu en fin de saison, ils ont tout misé là-dessus pour essayer de nous faire oublier ce truc-là en disant oh là là, la TVA est en train de s'effondrer. Du coup, on oublie complètement le cliffhanger sur Kang et la timeline où bah du coup c'était une fin façon la planète des singes. C'est genre ah merde, en fait je pensais avoir réussi mais pas du tout. Et on oublie ça parce que alors ils font même pas l'effort de faire un vrai MacGuffin, c'est juste tu te retrouves dans je sais pas un épisode de Fort Boyard où au lieu de chercher des clés, tu dois chercher des clés à molette pour réparer la machine qui contrôle, qui modère les timelines dans la TVA. C'est quand même grosso modo beaucoup de MacGuffin quoi. C'est soit on cherche d'abord cet outil, ensuite cette personne, et puis voilà c'est ça. Et ensuite ce carnet. C'est vraiment des trucs où tu fais wow. C'est que des objets qui permettent grosso modo de réparer la machine, enfin d'avoir l'outillage pour réparer la machine. Il leur faut les outils, les pièces manquantes et les personnes. Ouais. Et donc j'ai dit Fort Boyard, c'est peut-être d'ailleurs un peu présomptueux. C'est plutôt l'émission de Laurent Deutsch quand il courait partout. Ouais. Parce que ils le font à travers les époques. C'est la carte au trésor. Ouais, mais le côté Laurent Deutsch, c'est encore plus nul que la carte au trésor. Je l'ai pas déjà, c'est Laurent Deutsch, donc en fait, c'est par définition, c'est pas ouf. C'est-à-dire, tu vois le mec qui court, il dit, oui, sachez que le théâtre du Châtelet, allez, ta gueule. T'étais marrant dans le ciel, les oiseaux et ta mère, t'es devenu raciste. Voilà, on va pas non plus épiloguer. Mais disons que voilà, c'est donc, ce truc ne sera pas abordé. Toi, t'avais eu accès à des épisodes en avance. Oui. Et donc, tu sais, à un moment qu'on commençait à se parler de ça, je disais, mais attends, mais ça commence à faire 3 épisodes. Ce truc n'est toujours pas abordé. J'ai l'impression qu'ils veulent juste ne plus jamais en parler, nous le faire oublier. Et ces 3 épisodes où, normalement, on te disait, mais attendez, la position de Loki, elle est super tendue parce que, bah voilà, il est dans un monde parallèle où il a perdu, en fait. Et là, ça fait 3 épisodes que c'est des connards qui courent après un objet pour réparer une machine dont tu ne comprends pas le fonctionnement. Et de toute façon, pour les explications, à la limite, ça, c'est pas grave, hein, le côté pseudo-scientifique, mais c'est juste que là, t'as ce qui explique qu'une personne est indispensable à la chose, c'est qu'il a une aura temporelle. Ouais. Et donc, il y a une sorte de, comme une reconnaissance faciale, mais ça reconnaît son aura temporelle, en fait. Ouais. C'est ça qui active ou pas la machine. Parce qu'elle est liée, vu que c'est un variant. C'est un variant, c'est un variant de Kang. Hein, du demeurant, et ben, du coup, c'est ça qui permet, parce que c'est lui qui a bâti la TVA, donc. C'est ça. On a aussi, un truc, de voir, c'est vraiment, c'est présenté comme ça, c'est juste devoir rebrancher un truc. Mais sauf que tu dois le faire dans un endroit où c'est dangereux et on te dit, attention, ta peau tu vas mourir, voilà, tu vas te faire déchiqueter, donc tu dois y aller en tenue de cosmonaute et tout. Donc tu dis oui, après j'ai déjà vu Armageddon, mais je veux dire j'avais 12 ans. Donc je trouvais ça cool à l'époque peut-être, mais là non, là c'est juste involontairement comique parce qu'évidemment à un moment quelqu'un se sacrifie, enfin non, pas se sacrifie, il va de manière héroïque en disant non, c'est à moi de le faire. Et là, le mec finit en confetti. Et là, j'ai dit, c'est involontaire de leur part, je comprends. Mais j'ai vraiment explosé de rire. Oui. J'ai vraiment, quand le pauvre gars arrive, et qu'en plus, c'est filmé ultra premier degré, là, je le sais, là, c'est du nanar. Là, c'est parce que c'est premier degré à mort. Mais le décalage entre ce que tu vois et la réaction des personnages. C'est parce que c'est horrible techniquement. Et normalement, voilà, il devient un ficello, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire pour ceux qui ont vu Multiverse of Madness, là, c'est la même Strange chose. 2, c'est ce qui arrive à c'est vraiment de toute façon tu sens quand même
que ça fait plusieurs films. C'est le même mec derrière, hein, c'est Waldron qui a écrit les deux. Donc, ils ont une alternative pour les gens qui disparaissent. C'est l'espèce de poudre façon Thanos qui est utilisée à vitam aeternam, parce que même dans WandaVision, quand les enfants se mettaient à disparaître, c'était très doux et tout. Et pour tu vas te faire déchiqueter, c'est les ficellos de Doctor Strange 2. Ils ont vraiment pris des chartes graphiques très précises pour ne choquer personne et tout. Donc après, alors il y a une petite progression malgré tout, c'est que on est beaucoup plus dans des décors intérieurs dans cette série, et donc dès qu'on est chez la TVA, enfin c'est surtout là par la photo, par les couleurs que ça a marqué, la série sort un cosplay Wes Anderson, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas dégueu à regarder du coup, mais c'est juste, je sais pas si c'est ils se sont dit écoutez, on a Owen Wilson, on n'a pas trop d'idées, donc pourquoi pas le filmer comme il a été filmé déjà dans 4 ou 5 films de Wes Anderson. Donc tu te retrouves avec Loki et Tom Hiddleston dans une salle toute verte qui mange des gâteaux, et tu fais alors ça n'a aucun rapport avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici, mais pourquoi pas. Et donc après il faut aussi parler, donc ça c'est pas désagréable, c'est juste je comprends pas l'intention qu'il y a derrière, mais c'est pas dégueu. Pareil, puisque j'ai une malédiction qui m'oblige à citer la série The After Party. Dans la saison 2 de The After Party, il y a également un pastiche de Wes Anderson, sauf que là, ça a un sens dans l'épisode. Et là où c'est complètement gratuit pour moi dans Loki saison 2. Donc maintenant, faut parler de l'évolution des personnages. Donc Sylvie... Ce que moi j'ai dit, alors qu'est-ce que t'en as pensé, en fait, il déroule. Ouais. C'est toi qui fais le podcast, en fait. Un coacheur, moi, dans ce cas-là. Servir le vin, c'est ça, c'est la seule condition pour laquelle tu viens faire ces podcasts en plus. Owen Wilson, c'est vraiment un 360 qui est imbitable, c'est-à-dire il compte juste sur le fait que tu ne te rappelles pas de l'évolution de son personnage en fin de saison 1, c'est-à-dire que lui c'était presque un drame personnel d'apprendre qu'il avait une vraie vie en dehors du TVA, et qu'il aurait voulu, et il avait en plus il aurait voulu au moins la connaître, quoi, savoir ce qu'il faisait. Il avait les réminiscences du surf ou de l'océan, etc. Du jet ski. Du jet ski. Et il avait quand même potentiellement ce qui était la meilleure scène de la saison 1, c'est-à-dire le moment où il s'adresse à sa supérieure hiérarchique, Irene Slayer, et que en fait il se sacrifie pour sauver Loki, et là il lui dit, alors je sais plus comment il le formule, mais il lui dit, mais toi t'étais au courant de ça, genre est-ce que t'es au courant que justement j'avais une vie, que je faisais du surf et tout, et je sais plus, il lui dit un truc de je pensais qu'on était amis, et en gros, alors c'est mieux écrit que ce que moi je dis, mais c'est qu'en gros il lui dit à elle, je pensais qu'on était potes, en fait c'est Loki, pourquoi Loki que je connais pas semble me vouloir plus de confiance, plus de bien, et que je peux lui faire confiance et tout. Alors, malgré des efforts colossaux de la série pour te vendre leur amitié et tout, t'auras aucune scène et aucun échange entre les deux qui a cette portée-là, je trouve. Et surtout, maintenant, Mobius s'en contrefout de ce qu'il aurait pu faire à côté. C'est-à-dire, il te dit vraiment, le personnage te dit, non, en fait, j'ai réfléchi et j'ai pas envie de savoir ce qu'était ma vie à côté. Ouais. Et tu sais, mais c'est là. Il faut sauver. De toute façon, le truc, c'est que de toute façon, vu que t'as l'impératif de sauver le TVA, de sauver le multivers et tout ça, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Après, il se compense sur cet aspect, il se compense en te présentant quand même la réalité dans laquelle il est vendeur, tu vois, au début, quand il va le rechercher. Il est vendeur de jet ski, ils sont pas allés très loin non plus. Hein. Ouais, mais quand il va dans l'épisode, du coup, c'est dans l'épisode 4, tu sais, non, ou 5. Je sais plus, c'est dans le 5 quand il va rechercher de nouveau tous ses potes. Ok. Tu sais, quand parce que on n'a pas fait de partie sans spoilers, pas spoiler, je sais pas quoi, parce que voilà, on est trop peu pour faire ça, donc on va spoiler de toute façon de plus en plus au fur et à mesure de la discussion. Mais dans l'épisode 5, justement, quand leur essai de réparer la machine échoue, et que du coup tu crois que le multivers est détruit, en fait, tu t'aperçois au final que tu sais pas non plus comment ça marche. En fait, ces règles, elles sont jamais très tangibles, tu vois. Donc tu t'aperçois qu'en fait juste tous les autres ont disparu sauf Loki. Il essaie de recruter justement tous ses alliés qui ont vécu une vie dans laquelle il n'est pas apparu, et donc là t'as quand même ce côté où quand même on te renvoie à ça, où du coup Mobius est bien vendeur de jet ski,
dans un magasin où il est le seul à à vraiment kiffer ses produits, où Clairement. il est père esselé du coup avec ses deux enfants, et il hésite un moment, tu vois, quand il se regarde, Oui. tu vois. Donc t'as un petit peu un renvoi, mais c'est vrai que le reste de la trajectoire c'est évacué. C'est ça. Et alors après, ils ont donc il y a le problème Sylvie, parce que tu comprends que pour eux c'était un problème. Sylvie, par contre, je t'avoue que moi c'était un vrai problème de comprendre son fonctionnement. Mais parce que Et je son pense évolution que eux, de mentalité par rapport à la saison 1 et entre la saison 2 aussi, quoi. je crois que c'était un problème pour eux aussi, dans la mesure où eux, ils ont commencé à se prendre les critiques justement des mascus, ou peut-être Mais ça, juste ils des gens s'en qui ont branlent. détesté la série et qui ont dit on s'en fout de vos nouveaux persos. Ça, je pense qu'ils s'en foutent des critiques sur Internet, vraiment. Ah, Bah parce qu'en fait, C'est là pas où les- c'est un peu étrange, c'est pas des mecs que- de Star Wars, tu vois. Ouais, peut-être. Alors peut-être. Parce que sinon, ils auraient pas fait The Marvels, hein. Ou oui. Peut-être, S'ils avaient écouté peut-être. les mascus, ils auraient fait en Oui, 2000, c'est tu sais, vrai. ils auraient dit, Oui, non, puis effectivement dans She-Hulk, même s'ils allaient pas Bah jusqu'au oui. bout, ils les envoyaient chier. tu Donc, vois. ouais. Bah disons que alors ce qui est très étrange, c'est que soit ils n'avaient pas de plan pour ce personnage, soit moi effectivement mon hypothèse c'était qu'ils s'étaient laissé influencer, mais peut-être pas, parce qu'en fait ils l'ont dépouillé d'à peu près tout ce qui faisait sa personnalité, et non pas que elle en a plus, mais maintenant c'est juste des actions qui peuvent te sembler aléatoires. C'est-à-dire que elle veut vivre une vie simple qui sert à un énorme placement produit McDo, hein, très clairement. Mais Parce que une vie infernal, simple quoi. dans la tête d'un scénariste du MCU, c'est je suis une déesse nordique et j'ai envie d'être serveuse à McDo parce que là je serais vraiment épanoui. Donc tu dis bon après c'est des Américains, pourquoi pas. Peut-être vous êtes heureux comme ça, c'est bien. Mais après du coup on a une espèce de chassé-croisé mais qui tourne en rond. C'est-à-dire qu'il y a 2 voire 3 épisodes qui finissent exactement de la même façon autour de son personnage. C'est que Loki contacte Sylvie pour qu'elle l'aide à sauver le monde, l'univers, les timelines. Mais pour ça, il faut sauver la TVA. Or, elle déteste la TVA. Donc, d'abord, ça se frite, ça se dispute. Ensuite, ça se met d'accord. Ensuite, elle change d'avis. Elle veut tuer le variant de Kang. Ensuite, elle rechange d'avis. Elle ne le fait pas. Ça arrive plusieurs fois. Donc, en fait, t'as l'impression d'un personnage qui tourne en rond et qui est très bouche-trou parce que c'est du remplissage au final. Et alors après, les autres personnages, bah, c'est bien simple. C'est des personnages qui n'existaient pas dans la saison 1 au sens profondeur du terme. C'est-à-dire qu'il y a la chef des agents d'intervention de la TVA. Bah, ils essaient de te faire croire que maintenant, elle a une importance de dingue, une personnalité affirmée, etc. Sauf que c'est créé de toutes pièces. Il y a un des agents, donc maintenant ça devient un mec un peu roublard qui avait des rêves de star et du coup qui va dans une timeline où il devient un acteur. Ça sort de nulle part parce qu'effectivement ce gars apparemment apparaissait dans la saison 1 aussi. Il était à ça d'être un figurant. Enfin tu vois, il avait rien. Et on a on va dire le mec qui a un look d'informaticien un peu parce qu'il est en chemise cravate, qui pareil avait un rôle complètement fonction dans la saison 1. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gens-là, c'est les super potes de Loki. Alors tu dis pour Mobius, je veux bien, ou si on fonctionne par ellipse, pourquoi pas. Pour les autres, c'est vraiment abusé. Et en plus, la série te dit c'est en pensant à eux et à l'amour que tu leur portes que tu peux canaliser ton pouvoir, parce que donc Loki, l'espèce de Gilles de la Tourette spatio-temporelle, ça devient son super aussi pouvoir, ouais. son super pouvoir et son Deus Ex Machina de fin de saison. Ouais, c'est ça. À partir du moment où il apprend à le maîtriser, en fait, il peut tout faire. Voilà. Vraiment. Et après, il y a un vrai nouveau personnage qui est donc Ouroboros. Voilà. Mais j'allais venir juste sur le côté, on est tous amis ou pas. Ouais. Ouroboros, c'est compréhensible aussi, parce que le mec n'a jamais eu d'amis. Donc la moindre personne oui, le côté qui lui adresse esselé, ouais. la moindre attention, ça devient son pote, tu vois. Mais du coup, c'est pas normal que ce soit réciproque du côté de Loki. Or, c'est du côté de Loki que ça importe. Si Loki ne considère pas que t'es son super meilleur pote, ben en fait, ça l'handicape dans l'utilisation de son nouveau super pouvoir. Parce que c'est clairement le pouvoir de l'amitié, hein. C'est ça qu'on lui dit. C'est là que tu vois que, en fin de série, ils avaient plus d'idées pour conclure. Que aussi quelqu'un, et là, c'est triste, mais quelqu'un
dans les showrunners ou dans les scénaristes, quelqu'un chez Marvel Studios a dû voir Everything Everywhere All at Once et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ça parle aussi de multivers, c'est sympa ça. Et si on peut leur prendre un acteur, parce que oui, on a déjà pris Michelle Yeoh 2 fois, en plus dans 2 rôles qui n'ont rien à voir, puisqu'elle est dans les Gardiens de la Galaxie, mais elle est aussi dans Shang-Chi. Ils ont pris le mec, du coup. Ils le font jouer presque pareil que sa version très naïve qu'il a dans le film. Donc pas la version parallèle Warrior, vraiment la version le mari qui est dans l'administratif et dans les dettes de leur laverie et tout. C'est lui, c'est exactement lui. Sauf que maintenant, c'est un scientifique qui vit et qui comprend tout très vite. Heureusement qu'il est très très intelligent, ça permet quand même d'évacuer beaucoup de questions. Wow. Tu vois. Ouais. Notamment le fait que, je sais plus, il y a un moment où c'est ça, en l'espace de, t'as l'impression qu'en une journée, en fait, il a réussi à rattraper tout son retard sur des connaissances scientifiques ultra pointues, et qu'il arrive à te recréer des pads pour justement te téléporter d'un endroit à un autre, mais de façon très très, tu fais attends, comment, quoi? Ouais. Comment t'as fait? Donc il y a ça. Ça c'est pareil, ça joue contre eux et je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. C'est comme quand t'as Godzilla -1 et que la même semaine tu tapes le trailer de Kong x Godzilla. Tu dis, je comprends que c'est pas fait exprès, tu vois, machin, mais ça joue terriblement contre vous. Et là c'est pareil, je vois le mec, je vois comment il l'utilise aussi, parce que il l'utilise quand même vachement comme le cliché du scientifique un peu horripilant, hyperactif, pour le coup qu'il ne l'avait pas du tout dans Everything Everywhere. Alors que c'est un acteur qui a une gamme de jeux qui est beaucoup plus large que ça, en réalité. Il y a aucun moment où ils lui font jouer autre chose que ça. Donc, en fait, moi, je trouve que le référentiel, c'est marrant, c'est le même acteur dans des histoires de multivers. Je trouve que ça joue énormément contre eux, en réalité. Et de la même façon, le problème de Jonathan Majors, parce que donc, ce qui a fini par sortir, même si ils ont rien confirmé, etc., c'est qu'en fait, les histoires de Jonathan Majors deviennent publiques en plein milieu de tournage de cette saison 2. Donc là, ensuite, il y a 2 hypothèses. C'est soit ça ne change rien et donc ils avaient tout écrit comme ça. Et donc ça veut dire que pour le traitement de Kang et ses variants, c'était catastrophique dès le départ. Parce que après, je te laisserai y revenir. Le variant qu'on découvre dans cette saison 2, c'est un parti pris assez particulier, on va dire. Surtout que c'était lui qu'on voyait en post-gène de Quantumania. C'est ça, tout à fait. Ouais. Avec Loki qui fait il est terrifiant. C'est parce que vous le connaissez pas. Là, il a tué tous les Avengers au moins 5 fois. Au moins 5 fois. Non, au moins 50 fois parce au point de les confondre entre eux. Voilà. Il confond Ant-Man avec Thor. Donc, mais personne ne l'a jamais vu faire pour autant. C'est pour ça que c'est encore plus terrifiant. Donc t'as ça. Et disons que la deuxième option, ce serait de dire qu'en fait, il y avait potentiellement ce que je déplorais au début, c'est-à-dire au moins un Kang Prime très dangereux, très méchant, très puissant, et que ce Kang, par contre, a été évacué au profit, du coup, de celui qui demeure. Parce que lui, c'est... quand on arrivera à la fin, vous verrez que, en fait, lui est, heureusement ou malheureusement, indispensable à la conclusion de Loki saison 2. Et donc le variant où je vais te laisser revenir sur le variant, mais disons que ça pourrait être une excuse valable, même s'ils ne pourront jamais l'assumer, de se dire putain, on avait prévu ça et ça pour faire grandir le personnage, éventuellement soyons fous pour rattraper la débâcle Quantumania, et on se retrouve dans une position catastrophique où on doit attendre les instructions de la hiérarchie pour savoir mais qu'est-ce qu'on fait autour de cet acteur. Donc ça, je suis totalement prêt à l'entendre, il y a vraiment pas de galère. Maintenant, ça reste de l'hypothèse et nous, on doit juger ce qu'on a eu sur pièce. Et donc, à partir de là, c'est un peu compliqué. Et je conclurai sur un truc, c'est que des fois, tu vois, quand tu comparais avec la transformation Steve Rogers, du coup, qui est donc un caméo de Chris Evans dans Thor 2,
et qui avait un côté pas forcément innocent parce qu'ils savent que ça va faire parler et tout, mais un côté où c'est un échange de bons procédés entre le fan spectateur et le film, ou la série, s'ils avaient fait des séries à cette époque-là, ça aurait été ce principe-là. Là, maintenant, tu sens quand ils se font des blagues, mais ça devient des autoréférences. Qu'en fait, à part les gens comme nous qui avons écrit dessus, machin, tu ne peux même pas les cramer. Et ça devient des trucs de scénaristes dépressifs. C'est-à-dire que à un moment, t'as Loki et Mobius qui vont, je sais pas à quelle époque, et ils bloquent sur des statues de dieux nordiques. Et Loki a pour le coup une phase de Loki de jalousie extrême, mais de toute façon parce qu'en fait il y a Thor, Balder et je sais pas qui. Voilà, et Baldur, et en fait Loki dit mais Baldur de toute façon il est pas assez important, puis il ressemble pas à ça, puis Thor il est quand même pas aussi grand, et enfin tu vois, il a ce truc là qui est une des facettes de Loki qui a toujours existé dans les comics. Enfin, il y a vraiment toujours eu ce côté là. Et en fait, il faut bien comprendre que ça c'est une autoref qui est imbitable pour le grand public. C'est juste un truc de scénariste dépressif. Pourquoi? Parce que Balder ou Baldur, en fait, depuis Thor 1, il est censé apparaître et il est coupé au montage à chaque fois. Donc, effectivement, quand tu bosses au sein de Marvel Studios, tu sais que oui, il y a un running gag un peu nul autour en plus, je sais plus qui est l'acteur, mais genre, c'est pas un mec super connu, mais c'est pas n'importe qui non plus. Mais il y a un truc autour de lui. Et du coup, les mecs font un peu cette ref à travers cette réflexion de Loki et tout. Sauf que déjà, bon, c'est pas spécialement respectueux ni du perso ni de l'acteur qui peut découvrir, dire, ah, ouais, c'est vrai que c'est drôle. Surtout que t'avais des sites clickbait qui disaient, ah oui, non, c'est sûr, Baldur existe bien dans le MCU, machin. Non, il existe dans des rushs qu'on verra jamais, mais sinon, non. Il y a pas de plan. Dans des scènes coupées qu'on verra dans 10 ans, tu vois. Ouais, voilà, pour dire, ah, putain, Baldur. Et c'est là que je t'avais dit, ça, pour moi, c'est des gens, parce que eux, ils doivent limite se regarder en se disant, t'as le clin d'œil, il est pas mal, là, tu vois. Et tu te dis, non, là, pour moi, ça, c'est des gens qui pissent dans les airs et qui pensent que c'est un exploit si ça retombe sur leur gueule. Et tu fais, mais, alors c'est peut-être rigolo, mais c'est catastrophique à regarder. Si tu te mets d'un point de vue extérieur, tu dis, d'accord, donc là, en fait, vous rigolez du fait de jamais avoir concrétisé une idée. Et ça, pour vous, c'est bien à faire remarquer. Mais je pense que les publics moins suiveurs que toi du truc. Non, bien sûr, tu ignores le truc. Ils se disent juste, ah, c'est marrant parce qu'il est jaloux qu'il soit pas représenté et qu'il y a un autre dieu à la place, tu vois, un autre Asgardien, tu vois, très premier degré. Mais du coup, quand t'as la deuxième lecture, tu dis, mais c'est triste en vrai. En vrai de vrai, c'est un peu triste. Genre, c'est ce que tu fais quand t'y crois plus. Ouais, mais en même temps, vu que c'est Michael Waldron, après, il faudrait vérifier si c'est bien lui qui a écrit tous les épisodes ou s'il y en avait d'autres qui faisaient le truc. Mais de se dire que Waldron, c'est le chef du multivers chez Marvel Studios, c'est lui qui a fait le script donc de Loki, il était même showrunner sur la première saison. Il a fait le scénar de Doctor Strange Multiverse of Madness et il va s'occuper d'écrire Avengers Kang Dynasty et Secret Wars, tu vois. Donc de réécrire très clairement. Voilà. Ouais. Mais moi je mets encore les formes parce que tant qu'il y aura tant que c'est pas machin, tu vois, on grille pas les étapes. Mais oui, grosso modo, c'est un peu ça parce qu'il y avait Jeff Loveness avant dessus et du coup il est plus là. Donc ça peut très bien être une méta référence aussi, juste sur des blagues de genre de trucs là aussi, tu vois, de côté plus vaste de l'univers où je sais pas si c'est forcément. Et en plus, je veux dire, Waldron, techniquement, il est pas là depuis le début non plus, donc est-ce qu'il est forcément au courant de l'intern joke machin? Je sais pas. En fait, dans les deux cas, je me dis qu'il cherche trop loin. Si c'est un hasard, il y a quand même le côté un peu désespéré de la référence qui repose sur une absence en fait, sur un échec. Donc ouais, et pour moi ça symbolisait un peu la série, c'est-à-dire que les réussites de la série, même si pour l'instant je laisse quand même la toute fin dans une case à part, mais les quelques réussites de la série, c'est quand même très souvent ça, c'est-à-dire c'est des trucs qu'on t'a posé, notamment tout l'arc autour, l'espèce de sous-intrigue autour de l'agent de la TVA qui a eu une vie d'acteur là. Ah oui, c'est du remplissage, mais de manière. Oui, bah lui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, j'ai même eu je me rappelle très bien en le voyant quand ils vont le chercher justement dans l'épisode 1 ou 2 là, en me disant mais en fait c'est qui réellement? C'est ça, mais pourquoi? Je te dis, j'ai pas. À quel moment j'ai pas vérifié la saison. J'étais censé m'y intéresser à ce mec parce que j'avais vraiment zappé qui c'était, tu vois. Et mon ressenti, tu vois, c'était que au final c'était une bonne série parce que
même si j'aime bien parce que je crois que plus l'année passe 2023 et plus je répète, je déteste niveler par le bas, mais je dois le faire quand même parce qu'elle est, je veux dire, c'est symptomatique en fait juste de ce qu'on nous a proposé cette année. En live action. Là tu le compares à tous les live action ou juste en série? Parce que juste en série, c'est clair il explose tout Marvel Studios. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, clairement. Et en fait, même si t'inclus les films Marvel Studios, c'est pareil. Hein. Bah oui, surtout quand tu passes après The Marvels, qui avait rien à raconter. Ant-Man, c'était une horreur. Guardians, ça reste le seul bon film qu'ils ont proposé cette année, mais l'année d'avant, on a eu Black Panther, Wakanda Forever, qui était entre deux. OZEF. Franchement, qui était juste moyen, tu vois, mais qui était pas grandiose. Thor, pareil, c'était une merde. Voilà, on en a vraiment eu plein de films comme ça et de séries qui étaient, enfin, je suis désolé, du côté serial, moi, les derniers trucs que j'ai eu, Miss Marvel, j'ai trouvé que c'était ok, tu vois, j'ai trouvé que c'était sympa, mais c'était pas ouf. Et sinon. Après, moi, c'est ce que je te juste, disais. Vas-y. Ouais. Mais on a quand même eu fucking Moon Knight et Secret Invasion. C'était 2023? Non, mais je veux dire, c'est les dernières séries qu'on a eu, tu vois. Ouais. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. Tu vois. Ouais. En plus, ce qui pour moi, jouait contre eux, mais j'ai essayé de m'en détacher. C'est cool qu'on fasse le podcast en décalage. C'est que moi, comme je te disais, je le matais en parallèle de Gen V. Et à chaque fois, je me disais, putain, ça les dessert tellement parce que d'un côté, c'est pas pour comparer et faire une mise en parallèle totale parce que ce sont deux séries qui, en fait, n'ont rien à voir. Mais c'est juste que quand t'as une thématique comme au hasard la mort qui est censée être abordée chez Loki et chez Gen V, tu fais non, c'est pas possible. Enfin, genre, j'ai l'impression, enfin tu vois, t'as l'impression d'avoir Euphoria versus Sex Education, tu vois, où tu fais, je comprends, genre c'est pas grave, mais putain le comparatif il vous rend tellement pas service quoi, parce que t'as une vraie série et c'est pas une question d'être pour adulte ou pas, c'est pas une question de gore, hein, je parle même pas de ça. Ou de sexe ou de ce que tu veux, mais c'est juste qu'en fait t'as des personnages qui sont traités comme des personnages et une intrigue qui est tenue. Mais parce que c'est si nul que ça, Euphoria, du coup, c'est ça ce que tu dis? Non, l'inverse, c'est Sex Education, c'est gentil, et Euphoria, c'est un peu la version HBO. J'aime bien quand tu me réponds premier degré. Ah, mais non, parce que Sex Education, je sais qu'il y a des gens qui aiment, et je leur jette pas la pierre. Oui, bah il y a des gens qui aiment Secret Invasion aussi, hein. Oui, mais eux, je leur jette la pierre, clairement. eux, c'est la lapidation, c'est vraiment, mais la lapidation historique, quoi, c'est vraiment, ouais. Ça, je suis contre la peine de mort, sauf pour ceux qui ont aimé Secret Invasion. Déjà, il y a toujours ce mystère où j'adhère complètement à la théorie d'Océane il y a eu de la coupe et ça a transformé ce qui était censé être, sinon c'est pas possible. Ouais. Mais après, on n'a pas le budget, j'ai pas retenu le budget de Loki S2. Ah, faudrait regarder. Bon, ça doit aussi être de l'ordre du 200 millions, hein. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait moins. C'est peut-être un peu moins. J'espère que c'est moins quand même parce que beaucoup de décors en intérieur, le côté apocalyptique, c'est des fonds verts dégueux. T'as quand même tout l'épisode 3 où ils sont à l'époque, C'est le seul épisode où effectivement en costume, oui. Ouais, tu vois. Pas de souci. T'as quand même aussi, tu retournes un petit peu, tu sais, dans le monde, je sais plus comment il l'appelle. Celui qui demeure, son espèce de bulle. Là. Ouais. Ouais, mais là. T'as la banlieue américaine pour le McDo et la maison de Owen. Ah, ça c'est super dur. Attends. T'as trouvé un paftard. Attends, tu crois vraiment qu'aux États-Unis, une maison comme celle de Mobius, tu peux en trouver facilement? C'est super dur. Ça veut dire que t'es jamais allé aux States. Avec un jet ski dans le garage. Ouais, c'est ça. Personne ne fait ça aux États-Unis. Ouais, non, j'espère qu'ils sont quand même, parce que s'ils sont. Non, mais t'as quand même une échelle comme ça. Là, ça me confirmerait dans l'hypothèse qu'il y a eu de la coupe vénère autour de Jonathan Majors. Mais ça j'y pense pas. Et justement, parce que ça, c'était la réflexion que je me faisais justement, notamment pas 141,3 millions, apparemment. Ce qui est quand même un budget aussi, tu vois. Ouais, parce qu'en sachant que il y a que Tom Hiddleston de connu. Hein. Donc, 23,5 millions chaque épisode, Ouais. Ouais, bon, c'est pas aussi scandaleux, mais un peu vénère quand même. Ça a toujours été très cher, et puis je pense qu'il y a des cachets d'acteurs, effectivement, il y a pas mal de choses là, tu vois, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup d'effets spéciaux, surtout sur la fin. Quand même, tu vois, avec toutes les réalités qui se se défilent, qui se figolusent là, enfin qui se c'est un gars qui tient des fils numériques dans ses mains. Tu sais, après tu sais franchement la réalité de Marvel Studios est telle que tu serais pas surpris que justement la maison de banlieue de Owen soit en fait un fond vert dégueulasse. Le pire c'est quoi? Franchement, en vrai, il y a moyen que la scène du garage, c'est Hiddleston et Wilson devant un fond vert.
Et avec juste un vrai jet Ouais. ski. Ouais, vraiment. Clairement. Il y a un très fort risque Putain, c'est vrai, que ça ait coûté du coup 3 millions à faire. Ouais, c'était... Plutôt que juste de louer le garage de n'importe quel N'importe mec qui. lambda qui aurait dit mais bien sûr Marvel venez tourner Bah chez ouais, moi de je serais ouf. trop content enfin ils sont stupides voilà pour pas payer des syndicats franchement c'est vraiment des débiles mais donc ce que je voulais dire c'est que qu'est-ce que je voulais dire oui qu'il y avait quand même ce passage de l'épisode 3 et que par rapport à la coupe de Majors moi je suis quasiment certain qu'il y a rien qui a été coupé du tout du long et que c'est juste que peut-être la phrase à la fin qui évacue le problème, qui fait que peut-être il y a eu des retouches, mais quand j'ai regardé la série et que je voyais que l'ensemble de l'épisode 3 était complètement consacré du coup à Victor Timely, donc cette nouvelle version absolument horrible de Kang, mais qui est, et je me suis dit en fait ils ont rien pu couper parce qu'il y a un épisode complet sur ce personnage, il est quand même présent jusqu'à la fin après, donc pour moi il y a pas grand chose qui a pu être retouché. Ah non, moi comme je te dis, mon hypothèse ce serait qui aurait eu un troisième variant et que ce serait lui qui aurait été coupé. En gros, le variant qui aurait été à la tête du TVA de la fin de la saison 1, tu vois. Ouais. Le variant terrifiant, le machin. Moi, ce serait ça, ce serait juste ça mon hypothèse. Et donc oui. Mais Victor Timely, ouais, bah du coup, tu peux nous parler de ce variant, de ce personnage, et du parti pris autour de lui et de son interprétation aussi. Ouais, tu vois, tu veux me canceller en fait. Est-ce que tu veux que je te ressorte en podcast des trucs que je t'ai dit par DM, quoi, où j'utilise, où je crois que. Bah non, je crois pas. Non. Non, le seul truc où je t'avais dit, pour moi, c'est pire que ça. C'est que toi, tu me dis, bah écoute, ils ont fait un variant qui apparemment est un beg, c'est-à-dire il a un bégaiement et tout, et du coup c'est un comic relief et tout. Et moi après je regarde l'épisode et je t'avais répondu il me semble, mais je crois que c'est pire, c'est pas un beg, je crois qu'ils lui ont dit joue-le comme si t'étais à ça d'être sur le spectre autistique en fait. Et bah je pense que c'est ça fait. Et le truc et parce qu'en plus il je le crois joue que dans tous les clichés que vous pouvez imaginer d'un acteur à qui on dirait ça. Mais je crois qu'en plus du coup je me demande si j'ai pas eu un retour de quelqu'un qui me disait que c'était bien du coup parce que ça a été représentation. Alors ça je peux pas juger pour le coup, donc pourquoi mais pas. Mais je vois pas en quoi ce serait bien. Enfin voilà. Ce qui est étrange c'est que ça reprend le trope ultime de c'est un surdoué, il est scientifique. Il est socially awkward, il est machin, complètement inadapté socialement. Voilà. Et il fait un peu de la peine aussi. Il y a quand même ce truc-là. Non, mais de façon générale, c'est juste que forcément, je ressors de Ant-Man où j'ai trouvé qu'il cabotinait de ouf, que c'est, en fait, il jouait ses trucs, mais qu'on n'y croyait pas. Et là, c'est pareil. En fait, c'est pour la scène où il fait la présentation de son Quand il est sur scène, là? Ouais. Et sa façon de parler et de mettre des pauses, on dirait Louis Garrel dans Les Mousquetaires. À parler comme ça. C'est le roi, c'est ça? Ouais, c'est le roi. Bonjour Yérim, bienvenue dans ce podcast. Il parle vraiment comme ça dedans, c'est insupportable, tu vois. Et lui, c'est pareil, il fait so we gonna take this machine and put some electricity. C'est insupportable. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas, et vu que je trouve que ça s'accorde pas, je trouve que en fait, t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un qui serait bègue ou qui serait proche d'un trouble ou quoi que ce soit. Oui, t'as l'impression d'être tu vois Jonathan Majors, non, mais tu vois Jonathan Majors qui force à jouer un truc qu'il ne sait pas jouer vraiment. Et ça me convainc juste que c'était un miscast depuis le début. Ouais. En tout cas, que la direction qu'on lui donne n'est pas la bonne ou que justement qu'il y a une absence totale de direction et qu'on lui a juste dit, ouais, vas-y, Jojo, fais ce que tu veux, on s'en branle. Et vraiment, c'est comment est-ce que tu joues les différentes versions de toi-même, bah fais-leur juste parler différemment. Et là moi je me rappelle, j'ai encore soit caricatural à chaque fois. Ouais, et puis j'ai regardé de nouveau la scène post-gen de Quantumania l'autre jour, je sais plus quoi, celle où il est en Timely ou carrément le multi-Kang. Le multi-Kang. Et t'avais vraiment celui en pharaon qui fait oui, oh Kona. Mais arrête en vrai, arrête de faire ça tout le temps, c'est nul. Surtout que ce qui est terrible, c'est qu'il peut être un méchant très crédible. Mais certainement. En jouant, enfin moi je trouve que son skills pour le coup, c'est plus le côté un peu vicelard, vicelard. Il peut être très froid dans son regard. Parce que moi je pense un peu à certaines séquences qu'il avait dans Creed 3. Moi je l'ai pas vu. Ouais. Où alors c'est pas subtil du tout, hein, clairement c'est un mec qui est revanchard, qui veut se venger quoi. Oui, mais qui veut se battre quoi. Il a le côté des fois je te dis que je souhaite ta mort, mais je te souris en même temps. Et ce truc aussi où il sait jouer avec ses expressions faciales. Là, ce qu'il fait de son propre chef ou ce qu'on lui demande de faire, je sais pas. Mais dans les deux cas, le résultat, je dirais qu'il marche dans une seule séquence.
où tu peux avoir vraiment de la peine pour le personnage, c'est quand Sylvie s'apprête vraiment à le planter. Et non mais en gros, limite, je l'ai bien aimé quand tu retrouves le demeurant. Je trouvais que c'était là où à la limite je me disais, Ouais, en parce fait que là, c'est en la fait, tu version qui, respires. ouais, En fait, mais c'est ça parce le que c'est la problème. version qu'il joue le mieux en fait, en vrai. Ouais. Par Mais rapport à encore, tout le reste. il lui manque ce zeste de vraie méchanceté, de vrai vice, quoi, tu vois. Mais effectivement, quand il est en plein pouvoir, parce que le demeurant, c'est ça, c'est qu'il est en mode, oui, vous pouvez me tuer, ouais, enfin, c'est rigolo, vous l'avez fait 150 fois, ça ne sert à rien, j'ai tout prévu, enfin, donc, il a ce positionnement. Mais disons que Timely, quand il se met, du coup, à parler, avec des silences, sans le bégaiement, mais juste en espaçant à mort ses mots pour essayer de convaincre Sylvie de pas le tuer. Et alors bon, la réplique par contre est à chier parce que je crois qu'ils lui font dire You may know another version of me, but you don't know my heart. Mais alors il le dit et là c'est vraiment, je pense que c'est la seule fois où le surjeu peut fonctionner sur moi parce que il a les larmes aux yeux, il est à terre, il est vraiment pathétique, il est dans une position de faiblesse absolue et tout ce qu'il dit c'est en gros l'injustice des variants, c'est qu'il dit mais moi je suis pas responsable de ce que l'autre vous a fait en fait. Moi je suis juste un pauvre gars. Son quotidien est nul en plus. Son quotidien c'est que on lui a filé le carnet d'Ouroboros quand il était enfant. Du coup il est complètement déphasé avec son monde parce que lui il a des connaissances qui nécessitent une technologie qui n'existe pas à son époque. Donc tu peux comprendre le côté justement awkward à mort, le côté gentil, inventeur, rêveur, mais qui n'est pas adapté à la société et tout. Bon, sauf que ça, je trouve qu'ils le détruisent assez vite en disant qu'en fait c'est un escroc. Ça, je trouve que ça brise son truc. Moi, je m'attendais à ce que justement les gens ne le croient pas, ouais, mais que ce soit un vrai, ouais, c'est ça, et qu'il soit un peu sale pour lui et que quand Loki arrive, il lui dit non, mais en fait. Nous, on sait que ça peut exister, c'est réel. En fait, c'est un gros mytho, quoi. Et là, non, en fait, là, c'est-à-dire, il a des bases, mais il a compris qu'il ne pourra jamais de son vivant accéder à une technologie, ou en tout cas, il faudra qu'il attende au moins 30 ans de plus. Et donc, son truc, c'est d'aller de ville en ville et d'arnaquer les gens avec un numéro, en fait, sur scène et un jeu avec l'électricité, quoi. Et tu fais, ouais, bah, c'est vraiment pas ouf. Et puis après, alors, ouais, il y a un moment où je me suis dit, c'est pareil, je sais pas à quel degré prendre cette blague, c'est qu'à un moment, Miss Minute bug et se met à elle-même, du coup, bah, comme une intelligence artificielle et à redire en boucle la même phrase, genre, tac, tac, tac. Et c'est très furtif, Victor Timely qui lui demande, est-ce que vous vous moquez de moi? Et je sais, putain, dans un autre cadre, ça aurait été cool comme échange et tout. Parce que ça te rappelle qu'il a quand même conscience que des gens se moquent de lui, ne le prennent pas au sérieux et tout. Là, en fait, c'est dans une confusion totale. Ça arrive après ce que je vais te laisser décrire. C'était une espèce de traumatisme autour du personnage de Miss Minute qui fait que tu ne pourras plus jamais avoir un regard, ne serait-ce que compréhensif sur ce personnage ou cette créature. Parce que, je te laisse, parce que je me rappelle quand on en a parlé, t'as fait, non, mais ça. Mais parce qu'elle veut baiser Kang, quoi. Voilà. c'est ce moment affreux où tu t'aperçois qu'en fait elle manipulait, enfin du coup elle manipule Renslayer, quoi, qui veut peut-être un peu aussi baiser Kang mais de manière beaucoup plus normale. C'est-à-dire en fait tu sens qu'elle est super flattée. Alors attends, il faut qu'on ait une discussion sur qu'est-ce que la normalité dans la sexualité. Bah non, c'est plus que je pense que Renslayer. Toi, t'as jamais voulu baiser des montres? Ah, il hésite. Il hésite. La Rolex Submariner, Arnaud. Ah, j'avoue, hein, la petite trotteuse, là, elle est excitante. Là, tu parles à mon cœur. On est d'accord. Ah, seulement à ton cœur, je suis déçu. Non, mais. La Omega. Ouais, pardon. La Omega James Bond, édition, GoldenEye. Des rêves mouillés d'adolescents, clairement. Non, mais en fait, Renslayer, disons que ça reste une humaine, donc ils ont un peu plus de soins apportés à son personnage, même si ils réinventent totalement. Parce que en fin de saison 1, tout ce que tu savais, c'est qu'elle était plus ou moins complice, mais qu'elle n'était pas forcément au courant de tout. Là, en fait, on te dit, c'était un peu l'élu choisi par celui qui demeure.
Et tu sens qu'en fait, elle est quand même super flattée de ce rôle-là et qu'il y a peut-être un truc de mélange d'admiration, voire d'amour, s'il y avait moyen. Des daddy issues, quoi, clairement. Et ouais, voilà, parce qu'il y a aussi le côté, le statut du mec qui est, il est tellement vieux qu'il a pas d'âge. Et elle, qui reste quand même une humaine dans une temporalité décalée, mais une humaine quand même. Donc il y a ça. D'où, du coup, le turn en Hungry Black Woman. Parce que du coup, quand elle réalise que non, d'une part, le Kang, celui qui demeure, l'a trahi de son point de vue parce qu'il demande qu'on lui fasse la mémoire, en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, il y aura pas de futur commun envisagé de son point de vue avec elle. Et que en plus, même Victor Timely, influencé par l'horloge, dont je te laisserai après raconter l'incroyable transformation, même Victor Timely a essayé de lui faire à l'envers. Et là, ça devient juste une meuf qui gueule. Et ça s'arrête là. Sa fin est très énigmatique. C'est juste un scénariste qui s'est dit, au cas où, montrons ce dernier plan. Mais c'est là, en fait, voilà. Et en fait, c'est là où je vais revenir sur ce que je t'ai dit, parce que je me rappelle maintenant d'un truc que j'avais pensé et où je vais te donner raison sur le fait d'avoir eu un autre Kang qui aurait été le troisième, qui a été coupé au montage. Parce que, là où elle atterrit, tu vois une pyramide, en fait. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Et moi, je me dis qu'il y a clairement, potentiellement, toute une partie d'une scène qui a été... Ça aurait été Ramatout, etc. Exactement. Où en fait, t'as toute une partie de la scène où elle aurait été coupée, elle serait allée vers les pyramides, et là, elle serait tombée sur Ramatout, le Kang, machin, et c'est là où t'aurais un truc. Et là, en fait, tu la vois juste atterrir sur... Avec Moon Knight qui arrive, fait, les pyramides. Non, monsieur. Non. C'est suffisamment compliqué. Parce que j'ai une pote hippopotame géante, elle est vachement sympa. Non, pas du tout. Je peux jouer Apocalypse. Non plus, monsieur. Non. Arrêtez. Faut rentrer chez vous, là. Ça suffit, monsieur Isaac. Mais tu vois, vous êtes très bien dans mais c'est vrai que là, par contre, clairement, il y a pu avoir une coupe. Parce qu'en plus, la scène, c'est juste parce que cette scène-là, elle voit la plaque par terre. Ouais, mais c'est ça, mais il se passe rien, en fait, tu vois, et elle voit le truc et il se passe rien, ça se rien du tout. Et donc, je pense que là, il y a pu avoir une coupe. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? La horny clock, hein. Mais la horny clock, je t'entendre là-dessus. Mais c'est terrible. Mais en fait, j'essayais de remonter sur l'échange quand j'en avais pas, parce que je me rappelle même plus de ce que je t'avais dit, quoi. Mais tu m'avais mis sa réplique en majuscule. Et ouais, machin, et là, je suis là, et oh mon Dieu, une montre géante veut me baiser. Purée, mais c'était vraiment terrible, ce truc. C'est là que tu vois, quand même, quand je dis qu'ils ont... Ah mais c'est ça, c'est je t'aime. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est en fait elle lui fonce dessus après avoir tu sais les marques le crescendo du dialogue est tellement ouais, c'est ça. Et en fait, et là t'as Timely qui se rend compte que j'étais votre bras droit, bizarre. Mais j'aurais pu être tellement plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est wow. Mais en fait, c'est ça. Mais t'aurais l'impression qu'elle aurait envie elle veut se réincarner dans le corps d'une femme pour se faire. Parce qu'elle se greffe son visage son visage. Du coup, le visage de l'horloge, quoi. Sur une espèce de mannequin, parce qu'il se trouve que de manière très commode, ils sont dans une partie des cales du bateau où il y a des espèces de mannequins sans visage. C'est ça. Et le CA dit, j'aurais pu être. Ouais, c'est ça. Ta femme, j'aurais pu t'aimer et tout. Et en plus, elle dit ça à Victor Timely. Donc, et c'est là que je t'avais dit, c'est terrible parce que là, ce que j'ai vu, c'est un handicapé mental qui réchappe de peu à une tentative de viol d'une horloge parlante. C'est quand même très, très particulier. Et dans un autre cadre, typiquement, tu me fais ça dans Deadpool 3, mais je rigole, il y a pas de souci. Parce que je sais que c'est n'importe quoi. Mais eux, tu sens qu'ils sont sur leur espèce de ligne d'équilibriste de merde on sait que c'est un peu n'importe quoi ce qu'on vous montre, mais ça, vous pourriez faire l'effort de le prendre au sérieux. Tu fais, non. En quoi? C'est quand même n'importe quoi ce que vous montrez là. Bon, déjà, je passe sur le fait que même graphiquement, enfin, tu fais pas ça, tu vois. Et c'est vrai que quand elle essaye de lui foncer dessus, tu fais non, mais c'est là. Est-ce que c'est du nanar? Et en même temps, non, parce qu'ils sont conscients que ça peut pas être pris au premier degré, c'est trop. Mais c'est bizarre. Et c'est elle qui a convaincu Victor Timely de larguer, pour le coup, au sens propre. Ouais, sur une vieille barque. Il la fout sur une barque et il jette la barque. Enfin, il coupe les amarres de la barque. Ouais. Il coupe les cordes, machin. Ce qui ne sert à rien parce qu'en fait, elle se réveille plusieurs heures après, mais le bateau il est à quelques centaines de mètres. Oui, donc elle le rejoint. Et donc elle le rejoint même pas à la nage, juste parce qu'ils lui ont laissé les barques. Mais c'est une Slayer, tu vois, donc elle a des putains de bras et elle y va, tu sais. Ouais, elle est trop forte. Girl power. Donc,
ouais, ça c'est très très spécial. Yes, Et en plus, super étrange, c'est que elle avait peut-être ce rapport-là, bon, qui est illusoire, hein, parce qu'encore une fois, je veux dire, si Kang il a dépassé l'espèce d'idée d'avoir une relation amoureuse concrète avec des êtres humains, c'est pas pour se taper une horloge qui parle en image de synthèse non plus, mais pourquoi pas, elle avait cette illusion quand c'était juste celui qui demeure. Donc ça, ok, très encore, bien. t'as jamais baisé avec une horloge qui parle en image de synthèse, donc tu ne sais pas. C'est vrai. Tu ne sais pas en ce tout que cas, ça ouais, fait. pas en image de synthèse. mais en gros, ce truc-là, tu te dis, mais pourquoi elle le dit à Victor Timely? Et lui, il va encore moins comprendre. C'est un mec du 19e siècle. Non, ouais, 19e, ouais, pas avant. C'est un mec du 19e siècle. Déjà, tu lui as chamboulé son univers 14 fois en disant, il y a un sorcier, là, eux, ils veulent te tuer. Là, il y a une sorcière, elle, pour le coup, c'est ton ennemi juré et tout. Et en fait, dans le futur, tu vas devenir un mec qui va être limite un dieu vivant. Donc lui, il a déjà plus ou moins absorbé tout ça. Et par-dessus le marché, tu lui dis, voilà, et sinon, moi, je suis une horloge qui parle et je suis amoureuse de toi. Et à quel moment le mec va dire, oui, c'est bien sûr, c'est logique, ouais. C'est-à-dire que qui peut écrire ça sérieusement? Normalement, personne. Ou alors, t'es dans une comédie ouverte, parodique, enfin, tout ce que tu veux, tu vois. Et je te le redis, vraiment, dans un Gardien de la Galaxie, dans un Deadpool, dans un ce que tu veux, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Mais parce que ce serait cohérent avec, en fait, à l'intérieur de l'univers de l'œuvre de fiction, ça nous paraît très cohérent et donc plus drôle. Là où, dans Loki 2, tu regardes ça et tu dis, qu'est-ce que vous faites? C'est bizarre. C'est très étrange. Donc ouais, non, puis effectivement, bah, ouais, c'est du coup, quand je disais tout à l'heure, j'ai eu un fou rire, parce qu'il y a eu un élément comique involontaire quand un personnage dit non, c'est à moi d'y aller et il finit en confetti. C'est Victor Timely. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire c'est vrai que t'as vraiment ce build-up la de mise truc en trop scène, héroïque. C'est ça, tu te dis ça va être son moment. C'est quand même un gars qui a compris en plus qui plus ou moins une version de lui était horrible et qui devait se rattraper et donc il a vraiment le côté non, c'est à moi de le faire. Tu vois, il a un peu ce truc-là. En plus, dit avec son élocution compliquée, son attitude un peu bizarre, donc ça peut te donner peut-être de l'attachement. Tu dis genre c'est un mec chelou, mais il est brave, tu vois. Machin. Et il ouvre la porte, il se fait déchiqueter, et c'est la fin de l'épisode. Non, parce que du coup, il y a le retour sur Loki. T'as le retour sur Loki où ils font oh merde, tu vois, et puis t'as le truc qui pète et t'as justement ce grand rayon de lumière qui est le visage de Loki devient tout blanc machin et puis paf ça coupe. Mais en vrai ça marchait bien dans une diffusion hebdomadaire, c'est le cliffhanger qui donne clairement envie et qui pose aussi tellement d'attentes parce que du coup en plus, qui avait déjà l'attente, c'est par pitié, ne ramenez pas Victor Timely. Laissez-le, c'était une fin héroïque pour lui. C'est ça. mais pour le contexte, nous on avait eu que les 4 premiers épisodes en accès presse, donc forcément t'avais aussi cette attente en disant ok, je vois ce que vous essayez de faire sur les 4 premiers épisodes, c'est un peu redondant, mais pourquoi pas, il y a quand même toujours un peu plus d'idées de jeu. Et d'envie que sur ce qu'on a vu avant. Par contre, et d'ailleurs, c'est là où c'est très bien parce que ça me permet d'en avenir à mon problème sur la structure, d'avoir cette première partie qui est quand même que de la quête de MacGuffin, comme on le disait, avec plus ou moins de développement de personnages, mais avec des trucs qu'on comprend pas forcément, comme la bienveillance de la grosse Renoir, par exemple. Ah, bah, c'est parce qu'en fait, elle est médecin dans la vraie vie. C'est une médecin pour enfants. Et tu fais, c'est subtil, ça, les gars. Parce que t'as sorti la grosse Renault comme ça, c'est celle qui a des épaules carrées, qui est vraiment chef, la boss, tu vois, qui est méga physique. C'est Hunter B-15, c'est Wumi Mosaku, voilà. Attends, c'est quoi le nom du perso? C'est B-15, en fait, c'est B15. Oui, ça, parce que c'est ça, aussi pour ça, c'est que j'avais essayé de retenir son blaze. Elle a pas de nom, et en fait, elle a même pas de nom, elle a même pas un pseudo comme Renslayer ou Mobius. Mais en gros, c'est celle qui est stock. Et qui a défoncé Loki, première séquence de Loki saison 1. Elle, donc, on essaie de te vendre l'idée que elle est altruiste parce que son fond de truc de vraie vie, c'est une médecin pour enfants. Mais tu sens que les mecs traitent ça comme l'obsession de Mobius pour les jet skis
Ah oui, mais c'est normal, c'est un mec qui avait un magasin de jet ski, il vivait sur la côte, quoi. Mais en fait, tout est traité comme ça, oui. Sauf tu sais que parfois l'Asiate qui est en fait un taulard évadé d'Alcatraz, ce qui est complètement hors de truc. Et là, tu dis, bah c'est un peu marrant, mais bah j'aurais kiffé voir son évolution en fait. Le fait qu'il devienne ultra serviable, machin. Parce que là, vraiment, genre son attitude, c'est un thug, tu vois. C'est vraiment un gars, machin, qui a menti sur son nom parce qu'il trouvait que ça faisait Casey, ça faisait pas assez badass et tout, machin. Alors que si vous écoutez une rappeuse qui s'appelle Kazé, qui s'écrit pareil, vous verrez que c'est super badass comme nom. Mais en gros... Est-ce qu'elle est dans les routes du rap? Évidemment, oui. Au chapitre 93. Ça fait plaisir. Où, elle ridiculise une ministre qui s'appelle Laurence Rossignol. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, ça. Mais en gros, une ex-ministre, bien sûr. Mais en gros, lui, pour le coup, tu vois, quand Loki vient le chercher, tu dis, ah, c'est marrant d'avoir un contre-pied à ce point, mais du coup, c'est une série de 6 épisodes, j'en suis au 5e. J'aurais jamais de payoff, en fait, sur son évolution à ce mec. C'est juste 2 personnages différents que vous lui avez fait jouer. Parce que c'est pas une série de 6 épisodes, c'est un film de, et c'est, voilà, en vrai, de 2 heures et demie. Ce problème ce n'est pas une logique de série. Après, t'as quand même pour se contredire directement, ce côté cliffhanger de cet épisode 4, tu vois, qui fait que t'as quand même, tu dis, t'as le cliffhanger. Et justement, c'est ça, c'est que... On est d'accord que, alors je sais pas si c'est le 4 ou le 5, mais parce que t'en as un, et là, pour le coup, c'est peut-être une très bonne utilisation de l'esthétique Wes Anderson. C'est-à-dire, c'est pas gratuit, c'est pas juste 2 connards qui bouffent un gâteau à la cafette. C'est, Sylvie, chez le disquaire. La scène est vraiment belle. Ah oui. Quand l'univers commence à se déliter comme ça. Ouais. Et qu'elle est en mode full musique, machin. C'est l'épisode 5, je dirais. Mais Ah, c'est le 5, celui-là? Ouais. Oui, parce que le 4, ils sont toujours... Elle est toute seule, hein. Oui. D'accord, ok. Oui, c'est dans le 5, parce que dans le 4, tu sais, le 4, c'est toujours la quête de la réparation. D'accord, ok. Donc c'est après que tu le vois. Parce que justement, elle refuse, parce que dans le 5, t'as Loki qui vient lui dire... Ils font le truc, la scène du bar, et après, elle va chez son disquaire. C'est ça, parce qu'elle lui dit, mais non, mais en fait, je m'en fous, enfin, arrête moi, je veux faire mes trucs. Pas, et puis, elle s'aperçoit effectivement que oui, l'univers se délite. Du coup, oui, et surtout elle apparaît. que sa réalité se délite, donc. Ouais, c'est ça. Et après, donc, t'as, du coup, peut-être en début d'épisode 6, alors? Ou peut-être que c'est toujours le prolongement de la fin de l'épisode 5, ça, je sais plus. Mais du coup, quand t'as Loki, Mobius, mais je veux dire, les versions vraie vie de Mobius, Casey et chasseuse B45. B15. Et en gros, là, c'est pareil. Il tente, ça foire. Je pense que c'est peut-être là que Sylvie lui apparaît, je sais plus. Et c'est là qu'il comprend que parce que là, donc, il panique ou il est blasé. Et lui n'est pas touché par l'univers qui se délite. Et là, il comprend qu'en fait, s'il canalise son pouvoir, il arrive à remonter dans le temps, il arrive à... J'oubliais, il y a eu forcément Ouroboros dans le groupe. Et c'est là que, en fait, Ouroboros dit, c'est exactement comme la fin de Wonder Woman, le film, le premier. C'est-à-dire que le mec de Wonder Woman ne lui dit pas, grâce au pouvoir de l'amour, tu pourras vaincre le dieu de la guerre. Sinon, ce serait calamiteux. Mais en fait, tout dans la mise en scène te montre que c'est ça. Ah, il s'est sacrifié pour moi. Du coup, ça veut dire que je peux recroire en l'humanité et niquer le dieu de la guerre avec un éclair de Zeus. Là, c'est littéralement quelqu'un qui dit à Loki, donc c'est Ouroboros, mais à chaque fois que ça vous arrive, ce genre de truc, est-ce que en fait, vous êtes à côté de gens que vous aimez, et ce serait peut-être ça, la clé et tout. Donc le gars lui dit, en fait, grâce au pouvoir... J'ai trop peur que tu fasses un accent asiatique. Ah mais non, mais ça va pas beaucoup. En plus, pour le coup, alors déjà, j'ai un accent anglais merdique, donc si je commence à faire un anglais avec un accent asiatique par-dessus, en fait, ça ressemblera juste à un accent d'E.T., mais il y aura même pas il y aura pas de réalité concrète derrière cette imitation. Non, c'est plus dans son début de parole, il dit, mais j'ai remarqué ça et tout. Oui. Mais en fait, il lui dit, grâce au pouvoir de l'amitié, tu vas canaliser ton Gilles de la Tourette temporel, ouais. ton Gilles de la Tempête, on va dire, et tu vas faire ça. Et du coup, c'est bon. Pour le dernier épisode, on t'a débloqué les vies infinies, ma gueule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vu qu'on a à peu près foiré toutes les itérations qu'on a pompées à d'autres films de voyage dans le temps ou de réalité parallèle, on va aussi foirer la dernière qu'on n'avait pas faite, Un jour sans fin. Ouais. Et
voire même c'est Happy Birthday 2 ce qu'ils font. Oui. Parce que que ça se conclut toujours par la mort, au final, la mort ça. de tout le truc, quoi. Donc, ouais, c'est la mort de tout le truc, plus, du coup, je vais devoir apprendre, tout ton savoir, je vais devoir absorber tout ton savoir scientifique. Ce qui fait qu'à la fin, il devient surpuissant, littéralement. Il devient de toute façon, ça va dans la trajectoire, mais quelque part, c'est ce que j'avais reproché à cette structure. Et c'est une ellipse, hein, c'est en mode, 2000 ans de boucle plus tard. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait 2000 ans d'apprentissage scientifique auprès d'Ouroboros et de Victor Timely, peut-être. Et après, effectivement, il a tous les codes, il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec la machine, comment il faut la gérer, etc., etc. Bon, on est sur un Deus Ex Machina, mais pas aussi extrême que ce qui va arriver après, on va dire. Ouais, mais c'est parce que autant je trouvais que la structure, en fait, t'as 4 épisodes de redite, en fait, parce que t'as pas besoin de ça tout. Ça court partout pour choper des clés. Voilà. Je trouve que l'épisode 3, c'est cool d'avoir les costumes, de revenir dans le truc, mais en vrai, ça sert pas à grand chose, tu vois. Après, t'as l'épisode 5, qui est cette fausse remise à zéro, mais qui est vraiment le traditionnel, apprendre à aimer. Aimer sans apprendre, ne rien faire qu'apprendre. Savoir souffrir. Je sais pas quoi. Au secours. Non, je crois que c'est savoir sourire à une inconnue qui passe. Je sais pas quoi. J'ai toujours zappé au bout des 5 secondes. Moi, j'adore cette chanson, tu vois. Mais bon, je suis blanc. C'est peut-être pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, t'as cette fausse remise à zéro, chemin initiatique, pour comprendre vraiment c'est quoi le problème, et ensuite aller essayer de faire le truc. Ouais. Et puis l'épisode 6 où il se passe quand même beaucoup de choses. Ah oui, c'est chargé. Ouais. Et t'as quand même un payoff quelque part. Et je trouve que l'épisode 6, et tant mieux pour lui. Il se rappelle que Loki est un personnage important. Ouais, c'est ça. Et vu qu'il fait faire des choses. Pas juste un mec en costard cravate qui court dans des couloirs. Et surtout que t'as une vraie ambition, en fait, créative sur quand même la mise en scène, notamment toute la séquence de fin. Le final est vraiment bien, tu vois, pour le coup. Tu sens, il y a quand même une vraie volonté de faire quelque chose. Et je trouve que c'est presque dommage de pas avoir eu, un tel niveau sur l'ensemble. Ouais. Parce que tu restes sur une bonne impression, mais je trouve que parfois la série triche en te faisant oublier quelque part que pendant les 4 premiers épisodes tu t'es fait un peu chier, et que l'épisode 5 c'est du remplissage littéral, c'est vraiment du remplissage. Alors ça, tu vois les vies des gens sans Loki, ce que ce sera devenu, tu peux, mais le problème c'est, et après ça reste lié vraiment à la structure même des séries de Marvel Studios, qui peuvent pas durer plus que 6 épisodes dans ce format-là. En tout cas pour celle-là. Ouais. Mais après, toute la mise en scène au final, il est tellement fort qu'en fait, c'est lui qui sort et il maîtrise les flux temporels, et il devient, en fait, maintenant, c'est plus le dieu du mischief, c'est plus le dieu de la malice, mais c'est le dieu des histoires, qui est aussi, pour le coup, en plus, un arc de Loki dans les comics. Il y a quelque chose qui est grand, le costume avec les grandes cornes. Ça... Ouais, quand il se remet costume presque traditionnel, c'est du comics, du coup, c'est du comics, quoi. Et là, pour le coup, c'est du comics, mais dans le sens qui pourrait presque plaire à Corentin, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te lancer des Corentin références. a un peu aimé quand même, je crois. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de te lancer des refs, en disant, dans tel crossover, tiens, il y a eu ça, et il y a eu ça, et c'est pour ça qu'on fait ça. Non, c'est un truc qui a un sens, en fait, tu vois. Même le fait qu'il lui refasse son costume traditionnel, mais pas celui qu'il avait dans Avengers, en fait dans tous les films, machin, mais que ce soit un truc qui se veut un peu plus mystique, un peu plus déifié, quoi, tout simplement. Après, c'est pour le coup, la scène. Après, je comprends pas toujours non plus, tu vois, quand il va sur le trône, qu'il s'assoit, donc il devient le dieu des histoires parce qu'il contrôle toutes les lignes temporelles. Oui, en gros, il a fait, c'est là quand on disait. Mais qui devient aussi il a fait un nœud, c'est-à-dire il a pris toutes les timelines dans ses mains. Donc, quand on dit c'est un Deus Ex Machina, c'est littéral, hein. C'est-à-dire que c'est un dieu qui dit, écoutez, je viens de me rappeler, je suis quand même un dieu, et maintenant j'ai ce nouveau super pouvoir. Et je peux tout faire. Du temps et de l'espace, donc en fait, je peux tout faire. C'est par là, d'ailleurs, qu'il triomphe symboliquement, sans spéta contre lui, évidemment, de celui qui demeure, parce qu'en fait, la première itération d'un jour sans fin dans la série, c'est qu'il essaye désespérément de convaincre d'abord et de combattre ensuite Sylvie pour qu'elle ne tue pas celui qui demeure. Et là, celui qui demeure lui dit, en fait, donc moi qui suis au-dessus de toi en termes, j'ai vu toutes les itérations possibles, tu n'y arrives pas à faire ça, c'est mort. Il y a un seul moyen de le faire, sous-entendu, faut que tu la butes, en fait.
Et là, lui, il y a un moment d'ailleurs où il se dit, je vais peut-être vraiment devoir la tuer, quoi. Il s'apprête d'ailleurs à lui dire, je vais peut-être devoir te tuer et tout, mais dans une autre timeline où il se téléporte. Et après, je sais plus quel déclic à la con, c'est peut-être si c'est en parlant à Mobius. Mais du coup, l'échange de répliques est nul à chier, mais c'est en parlant à Mobius, et Mobius lui dit, bah non, en fait, genre, normalement, t'as le libre arbitre, genre, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit et tout. Et donc là, c'est vrai que c'est spécial parce que c'est le protagoniste, le personnage principal, le héros de la pièce qui dit, je vais être mon propre Deus Ex Machina. C'est-à-dire, c'est moi, en fait. Je réalise que je suis quand même un putain de dieu. Donc, je vais retourner au noyau qui foire, là. Je vais choper toutes les branches. Je vais en faire un nœud qui devient un arbre. Et je vais être le garant des timelines. Parce que, alors, on n'a pas détaillé parce que c'est vraiment incompréhensible. Tout le truc quand ils disent, oui, mais si jamais ça explose, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, t'as 10 000 explications. T'as toutes les timelines disparaissent. T'as non, c'est l'inverse. Ça va bousiller la canalisation des timelines. Donc, du coup, ça va en recréer plein d'autres. Et du coup, il y en aura trop. Donc, ça va faire un over truc, machin. Sauf qu'à un moment, on te dit, du coup, que les mecs coupent, ils envoient les agents de la TVA couper arbitrairement des timelines pour faire de la place. Donc, théoriquement, mais la série n'arrive jamais à te faire comprendre ça parce qu'ils peuvent pas l'illustrer. Là, on est vraiment dans le problème de Kang, Quantum Mania. C'est qu'on te dit qu'en fait, quand des agents de la TVA ont explosé certaines boîtes, en fait, ça explose des timelines entières à chaque fois. Donc, théoriquement, en fait, on vient d'assister à un truc génocidaire plus, quoi, tu vois. Mais vu que t'as pas d'illustration, pour toi, tu vois juste des figurants qui tapent sur des machines, en fait. Donc, tu t'en fous complètement. Et à un moment, t'as une réplique à l'arrière-plan qui fait « Oh là là, les timelines repoussent !» Et je dis « Mais ça veut dire quoi ?» C'est-à-dire, tu détruis une timeline, elle repousse. Je comprends la métaphore de l'arbre et tout. Ouais, mais t'arrives pas à visualiser. Mais je visionne pas du tout ce que ça veut dire. À quoi ce que ça veut dire? C'est-à-dire que t'es là, mais t'es pas trop là. Enfin, ouais, c'est trop bizarre. C'est-à-dire, ça se régénère. Enfin, je sais pas. Donc, t'as ça. Et donc, c'est là que c'est pratique d'avoir des graphiques en 2D, tu vois. Ouais. Ah ouais, putain. Pour montrer le truc. Parce que c'est vrai que oui, on aurait pu dire aussi, bah, Loki, si c'est sa conclusion et s'il sait qu'il va vers une conclusion, bon, on sait pourquoi c'est pas possible en termes de contrat, etc. Il y a pas de problème. Mais des fois, ça aurait été quand même assez passionnant, ou en tout cas un minimum intéressant, de le voir revisiter des trucs de sa vie que lui estime avoir raté. Et il faisait un peu ça dans la saison 1. Alors, c'était pour une scène calamiteuse et qui se voulait comique du coup de pied du coup de genou dans les couilles de Sif, je crois. Enfin, l'autre déesse nordique, parce qu'il lui avait fait un canular de merde, je sais pas quoi. Ouais, Sif, ouais. Voilà, mais en fait, là, t'as des trucs, même moi, je veux dire, on est tellement habitué à la médiocrité et tout des séries, machin, qu'en fait, t'y penses même plus à ce genre de possibilités. Mais tu dis, mais en fait, en vrai, là, le personnage aurait dû revivre plein de moments clés que nous, en tant que spectateurs, on connaît avant d'avoir sa conclusion. Parce que là, sa conclusion, c'est un truc de solitaire total de, je suis dans ma série. En fait, moi-même, comme j'ai dit, encore de manière naturelle, j'aurais même pas pensé à ça, tu vois, ni à ce qu'il recroise Thor, ni à, soyons fous, Odin ou quoi que ce soit. Ou à ce qu'il se recroise lui-même dans sa version d'Avengers 1. Ouais. En ayant un regard de, mais en fait, tu sais pas à quel point t'es pitoyable. Là, genre, justement, tu pues la merde, ton objectif est nul, tes méthodes sont nulles, enfin, tu vois. Il aurait pu avoir plein de trucs pour l'arc rédemption et tout. Là, clairement, bon, c'est pas le cas. Enfin, c'est ses meilleurs potes avec le super pouvoir de l'amitié qui déclenche. C'est des mecs d'une administration, concrètement. Bah, c'est les mecs du bureau. C'est le bureau. Ouais. C'est le bureau des non-légendes. En gros, c'est ça. Et en gros, j'ai vu une interview de Tom Hiddleston où et c'est là que tu dis bon, d'un côté c'est cool parce qu'il prend le truc au sérieux, et d'un côté c'est terrifiant parce que il prend le truc au sérieux. C'est que donc l'intervieweur lui dit ouais, la fin est super touchante et tout. Comment c'est décidé la dernière réplique de ton perso? Parce que la dernière réplique, c'est qu'en gros il dit maintenant je sais quel genre de dieu je dois être pour les sauver ou un truc comme ça. Tu vois. Et Tom Hiddleston, il lui répond en mode c'était pas écrit. Genre il lui répond vraiment en mode j'ai improvisé du Shakespeare, quoi, tu vois.
Et c'est-à-dire qu'il lui dit que le réal ou le showrunner, ou peut-être c'était la même personne pour l'épisode final, lui dit, écoute, là pour moi il manque une dernière réplique, essaie de trouver quelque chose qui correspondrait à une conclusion, un dénouement pour ce perso. Et donc en fait Tom Hiddleston, pareil, je le crois sur parole, j'irai pas vérifier, dit que cette réplique là, c'est qu'il reprend, alors j'ai pas bien retenu si c'est la réplique que Loki version connard disait à Odin à la fin de Thor 1, ou si c'est Odin qui lui disait à lui, genre, mais c'est pas ce genre de dieu que tu dois être, ou tu devrais être ce genre de dieu. Ah oui, c'est un payoff. Oui, t'as raison, je crois que c'est un payoff d'une vieille réplique. Et ouais, en fait, raison, il a fait le payoff comme ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est cool, enfin, tu vois, pour le coup, il prend son personnage au sérieux parce qu'il y a, vraiment, il est retourné au tout début, même si ça peut faire gimmick. Après, tu te dis, ouais, mais d'un autre côté, la scène, elle est pas si profonde que ça, parce que précisément, t'as fait ça sur un fond vert avec un costume et t'es tout seul, et le dernier plan sur toi, c'est cool, mais en fait, si tu veux le payoff total, mais il faut que t'aies des interlocuteurs. Le truc, c'est que l'ambition de ce qu'elle montre est important, tu vois. Ouais, l'ambition, oui. Après, est-ce que... Je sais, disons qu'en fait, ça arrive tellement après des épisodes OSEF. C'est ça, moi, c'est ce qui m'a gêné, c'est que je me suis dit, putain, l'épisode est vraiment cool, et je trouve que, effectivement, ça conforte quand même dans l'idée qu'au final, Loki, déjà, c'est 2 saisons qui se regardent toutes seules les unes les autres, sans avoir regardé rien d'autre, en fait, tout le délire multivers. Parce qu'on pensait que la conclusion de la saison 1 aurait des impacts sur le reste, tout ça, mais en vrai, non, concrètement, non, tu vois. Et donc, ils ont tellement de portes entre les univers maintenant, enfin, que ce soit dans The Marvels, tu fais un trou dans la galaxie, enfin, dans l'espace, t'as ça. Oui, c'est ça, ouais. Doctor Strange rate un sort, ça fait ça aussi. La fille de Dormammu ouvre un trou, ça le fait aussi. Enfin, tu vois. En fait, ils ont 10 000 trucs, et la TVA, qui était censé être l'organisme qui les gère tous et toutes, en fait, non. Enfin, ils ont jamais évoqué quoi que ce soit, sauf ce que tu me disais en off, je crois, où à un moment, oui, ils reconnaissent l'existence du Kang nul de Ant-Man 3. Oui, c'est ça. En disant, à un moment, il y a un Kang qui a foutu à la toute fin, c'est ça. C'est que la toute fin, et c'est là aussi où on peut dire, est-ce que cette réplique a été écrite avant ou après l'affaire Jonathan Majors? Ou même simplement l'échec, le score. Oui, tout à fait. Oui, t'as raison. Oui, pardon. Où en fait, effectivement, t'as en fait, un ensemble de petites scènes épilogiques, on va dire, après le grand devenir de Loki. D'ailleurs, je vérifie, je venais juste de regarder, mais la scène vraiment avec Renslayer où elle voit la pyramide, et après elle est en fait face à un truc avec une lumière violette, machin. Ouais, d'accord. Donc clairement, t'as Apocalypse. C'est bien ce que je pensais. Enfin voilà, tu vois, non mais je veux dire clairement, tu pouvais avoir un nouveau Kang qui lui apparaissait en face, et tu vois, vu la couleur. Mais bon, donc là, à mon avis, clairement, il y a eu du coupage. Enfin de la coupe au montage, mais t'as aussi ce plan où effectivement tu retournes au TVA avec Mobius là qui fait qu'est-ce que ça va être la vie maintenant et tout ça. Et t'as je sais plus lequel qui est au standard en gros, et qui répond vraiment ouais on essaie, comment ça se passe avec les Kang du multivers et tout, et ils font no problem chef, on vient juste de régler le cas, et on avait un petit souci avec celui de la Terre 616, mais en fait c'est bon, tout est réglé. Et donc c'est le renvoi au Kang qui s'est fait rétamer par des fourmis géantes dans Ant-Man 3. Plus même la conversation, c'est pareil, c'est peut-être un volontaire. Mais vraiment, moi, c'est juste on l'évacue. C'est vraiment le gardien du zoo qu'on appelle, et par rapport à l'évasion des ratons laveurs, la question. C'est ça. Parce que t'imagines les mecs qui ont la vision du stade rempli de Kang, et tu sais, qui font bon, par rapport aux crétins, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les mecs sont, oui, non, mais c'est bon, on a déjà, vous inquiétez pas, c'est des débiles, en fait. C'est des débiles, rassemblez-les à un endroit et on réglera le problème. Ouais, non mais complètement, et je trouve que il y a un chat qui pète un câble, qui est en train de péter un câble sans grande raison, quoi. Non, et le plan à la limite avec Mobius à la fin qui revient à sa baraque et tout, tu vois, enfin qui sonne de sa baraque, pourquoi pas, c'est touchant. Mais oui, t'avais vraiment cette scène, j'essayais de retrouver c'était quoi la ligne de dialogue vraiment alors le Kang, qu'est-ce qu'on en a à foutre, ouais, parce qu'en plus ils disent bien Terre 616. Oui, pour vraiment non, mais c'est le truc. Alors ceci est canon. C'est ça. C'est ceci est canon, et concrètement vraiment on s'en fout. Ah oui, non, ouais, c'est un non-événement, plus ou moins. C'est un petit peu comme quand t'avais, je dirais,
Bon, un truc qui, pareil, avait... il y avait, comment dire... Attends, c'était par rapport à quoi qui disait ça? Par rapport aux pierres de l'infini, qui en fait sont dans un tiroir du Tibet. Ah ouais, non, ça. Et donc ça pareil, t'as des gens qui disaient ouais, non mais d'accord, mais à force d'à chaque fois dégrader... En fait, vous devriez être capable de créer une nouvelle super grosse menace sans dévaloriser vos anciennes réussites, en fait. Ce qui est une critique que je pouvais entendre pour le coup. Mais oui, donc ils font clairement. En fait, c'est ça, c'est juste Mobius qui dit l'un d'eux a fait du grabuge sur le royaume adjacent 616, mais c'est réglé, tu vois. Donc vraiment, on s'en fout, c'est anecdotique. Donc vraiment, c'est-à-dire que par rapport aux perspectives, par rapport au statu quo, en fait, tu peux t'arrêter là, parce que Loki t'es pas certain de vouloir le revoir, parce que clairement, il a eu la conclusion de son arc. Et en soi, je trouve que c'est satisfaisant, parce que ça vient quand même conclure une aventure qui a été entamée il y a 15 ans. C'est vrai que c'est simple, c'est un égoïste qui devient altruiste. Et qui se sacrifie pour le bien commun. Oui, puis enfin, un sacrifice, il occupe une posture. Pour moi, ça reste, je le vois pas comme un sacrifice parce qu'il meurt pas concrètement, tu vois, Ouais, mais enfin, on va après, dire il risque de se faire chier, il oublie ses rêves, le fameux glorieux destin, tu vois. Ouais. Là, c'est le mec de l'ombre par excellence et tout. Ouais. Après, alors juste, il y a un truc que j'ai pas envie, mais ça relève de la rumeur totale. C'est des gens qui avaient commencé à dire, dans les plans adjacents pour dire ça ne peut plus être Kang, machin. Bon, j'explique. Dans l'ordre, ça vient de 2 rumeurs. La première, c'est comme on l'a dit dans 10 000 podcasts, on comprend pas trop pourquoi Marvel Studios reste collé à Jonathan Majors en tant qu'acteur. Et il y a une rumeur non confirmée, vraiment, c'est invérifiable, qui est sortie, qui dit que en fait, peut-être que dans son contrat, vu que dès le départ, le personnage de Kang est caractérisé comme multidimensionnel, etc., et qui peut être sous différentes formes, que en fait, il y aurait une clause qui te dit, malheureusement noir sur blanc, qu'il n'y a que Jonathan Majors qui doit pouvoir interpréter Kang dans un rôle principal. Donc là, effectivement, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas le choix du tout, ou alors ça veut dire que tu lui casses son contrat, mais tu lui payes je sais pas combien. Donc voilà, ça expliquerait leur attachement contraint à l'acteur, malgré les scandales et tout ce que tu peux imaginer. Et partant de là, la deuxième rumeur, c'était, mais en fait, du coup, s'ils ne peuvent pas le remplacer dans le rôle de Kang, à ce moment-là, c'est le personnage de Kang qu'il faudrait éclipser, d'où des suppositions alors sur Fatalis, enfin sur Doctor Doom. Mais du coup, là, ça paraît un peu trop tôt, parce que c'est-à-dire qu'il faut le faire exister, et presque dans la foulée, que le mec balaye Kang comme un insecte. Donc, c'est très... en termes de narratif, c'est quand même très casse-gueule. Et l'autre truc, c'est des gens qui ont commencé à dire, mais que si Loki était devenu si surpuissant, c'était peut-être aussi dans l'optique, alors complètement hypothétique, de s'opposer à Kang et de gagner, en fait. C'est-à-dire que là, ça amorce un truc où il gagne, on va dire, le combat d'échecs avec celui qui demeure. C'est-à-dire que l'autre lui pose un problème impossible et Loki trouve malgré tout une solution. C'est-à-dire qu'il dit, ok, mais vu que je veux pas tuer Sylvie parce que je la kiffe, je vais quelque part me sacrifier à ma façon pour faire le truc. Et donc là, on est dans le cadre d'un Loki qui est quand même surpuissant, qui est donc le dieu des timelines, en fait. Et ça s'oppose au pouvoir essentiel de Kang, de dire, non, c'est moi qui contrôle les timelines. Alors plus vaut mieux pas y réfléchir trop, parce que tu te dis, oui, non, mais bien sûr, après, voilà. Parce qu'en plus, tu sais, il y a cette idée qui est super bizarre par rapport au TVA, où t'as des personnages humains, mais quand tu sors dans cet espace, en fait, tous les embranchements, c'est des timelines. Donc, techniquement, c'est des univers, en fait, qui évoluent, tu vois, c'est des lignes temporelles. Et donc, quand il prend tout à la main, qui fait les lieux, qui fait le lien, et puis qui tient tout en lui-même, techniquement, Kang, s'il se matérialise pas en face de lui, il est dans les timelines. Donc, en fait, il y a rien qui l'empêche juste de dire, qu'est-ce que t'es en train de faire de la merde? Et hop, je te débranche, tu vois. Donc, pour moi, il y a une forme d'ascendance, en fait. Il y a le flou artistique. Toi, sur Loki, c'est un pouvoir mystique, entre guillemets. Ça. Là où Kang, c'est un truc très rationalisé. C'est ça, mais parce que, je veux dire, ok, tu peux te balader dans le temps, mais moi, je contrôle le temps, en fait. C'est ça. Littéralement. Oui, là, les timelines dans ses mains, c'est vraiment lui, le centre de l'arbre. Donc, Loki, techniquement, c'est pour ça, je pense qu'ils vont le laisser là en disant juste, c'est la conclusion de son arc.
Franchement, on n'y touche plus. Ça fait une belle porte de sortie pour Tom Hiddleston, même si elle se fait pas sur grand écran, ce qui est peut-être un peu dommage. Tu vois. Après, en vrai, son sacrifice en intro de Infinity War, en fait, ça avait quand même sa petite gueule, quoi. Ça... Après, il revenait dans Endgame, du coup, justement, par rapport Et ça, pour le coup, ça le faisait beaucoup moins. Le fait qu'il revienne en gag dans des flashbacks, où tu dis, oui, mais c'est le Loki d'il y a 12 ans. Tu fais, ouais, bon, ok. Vous préférez son évolution normale. Après, voilà, si on rentre vraiment dans le côté hypothétique, machin, prochaine rumeur, pour le coup, il y a eu à nouveau des déclarations de Bob Iger et Feige. Bob Iger a redit de manière encore plus explicite, on s'est foiré, on a fait de la quantité au détriment de la qualité, mais là, il l'a dit en ces termes-là. Ce qui est pareil, vous pouvez remonter les déclarations des officiels de chez Disney. L'autocritique, c'est pas vraiment leur dada. Donc là, il a vraiment ce côté. Ça parle même pas de reboot le MCU ou quoi que ce soit, c'est juste on va essayer de se concentrer maintenant et de pas multiplier les projets et de faire vraiment un truc. Alors quand tu fais ça, t'es très Pascal Pro. Parce que Arnaud vient de baisser ses lunettes vraiment tout au bas de son nez. Le truc, c'est qu'on fait ce podcast depuis avant Yeri, mais bon, alors que moi j'avais une seule question à te poser avant qu'on commence ce podcast, c'est est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Et le Hamas? Est-ce que vous condamnez l'Hydra? Ah non, ce serait non, l'équivalent du Hamas, ce serait quoi? Ce serait les 7 anneaux? Je sais. Ah putain. Bah c'est des orientaux. Oui, c'est l'Hydra serait plus génération identitaire, il serait invité à CNews. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous condamnez les 7 anneaux? On a Gros Lardon qui est leader de l'Hydra. Mais ouais, non, franchement, Big Bacon. Feige, du coup, parce que t'as vu la rumeur quand même assez vénère et persistante, au point que c'était plus une fuite qui tentait de prendre la température qu'une rumeur sur et si on refaisait un film avec les Avengers d'origine. Feige, il a carrément pris la parole pour dire non et pour les questions autour du retour éventuel de Downey Jr., parce que c'était allé jusqu'à cette question, dit non. Et là, il a dit un truc où normalement tu ne peux pas revenir dessus après une déclaration pareille, ce qu'ils avaient jamais dit avant. On veut laisser l'impact de sa mort. On veut pas la retoucher. Donc, à moins d'être vraiment sans aucune face, tu ne peux pas commencer à... Tu peux pas back down là-dessus. Ouais, non. Parce que sinon, c'est vraiment dire... Parce que, surtout qu'il dit, on veut pas défaire ça comme par magie. Je me rappelle, je l'avais retranscrit. C'est, on peut pas annuler ça par magie et tout ça, alors que c'est les premiers à vouloir le faire, tu vois. Mais je pense vraiment par rapport à cette histoire-là que ça a été dit, mais ça a été juste dit. Oui, bien sûr, ils ont jamais contacté. Mais ils ont jamais envisagé sérieusement de le faire. C'est juste qu'à un moment, ils se disaient quand même, à votre avis, machin, je pense que ça a réellement été envisagé parce que ça a dû être une vraie question en interne. Je pense qu'il y a vraiment eu cette question parce qu'ils étaient vraiment en mode, bon, les gars, c'est pas ouf, tu vois. Ne marche pas, on sait pas trop quoi faire. Et si on faisait ça? Voilà. Ça, ok, pourquoi? Mais je pense que ça a jamais été envisagé concrètement parce que évidemment, ils ont passé des années à construire des nouveaux personnages et tout ça. Il y a beaucoup d'autres, et l'aveu d'échec serait vraiment cuisant, quoi. Et plus personne se réduit. Enfin, en vrai, demain, je suis désolé, je pense vraiment que si demain tu dis, ouais, l'année prochaine, il y a un film qui sort avec les Avengers originaux, tu refais pas. Ouais, je suis pas sûr. Tu refais pas le truc. Que ça prenne, vraiment. Non, faut arrêter. Tu peux les mettre en eye candy, en guest dans un film qui serait déjà très triste. Mais genre construire un truc autour de ça, non. Non, c'est pas ça. Ou alors ça, c'est un épisode de What If si ça t'amuse, mais sans plus, tu vois. Oui, mais non, mais mais peut-être ce que j'apprécie pour un peu terminer le podcast aussi, c'est d'avoir cette impression que Loki, justement, a une vraie fin. Ouais, c'est ça, que c'est une porte somme toute assez fermée pour pas mal de personnages, ou en tout cas du moins pour son personnage principal, et que ça me va en fait. J'ai pas envie de savoir forcément s'il y aurait un destin après de ces personnages, parce que la conclusion me paraît satisfaisante et que quand tu en sors, tu te dis pas j'ai envie d'en voir plus, et pas parce que c'était pas bien, mais juste parce que c'était entier. T'as une conclusion. Guadeloupe ou Martinique? Hein? Parce que t'as dit que c'était entier. C'était entier. Pardon. Effectivement, elle est pas mal. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les warriors qui restent. Ouais. Et puis j'allais dire, c'est en plus, un jeu de mots. C'est le genre de jeu de mots que je pourrais faire. Donc franchement, c'est vraiment bravo Yerim. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Acheter mon livre. Hein? C'est pour ça, acheter sur les routes du rap. Sur les routes du rap, c'est comme la route. Et regardez Gustave, une série animée. Une série animée sur France Télévisions.
télécharger l'appli France TV, elle est vachement bien. Ouais. Ou alors aller sur Slash sur YouTube. C'est ça. Mais en gros, Gustave, sur laquelle Yérim a été co-scénariste. Tout à fait. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'avais ce sentiment vraiment juste qu'on était allé au bout d'une histoire, qu'on avait raconté ce qu'il avait raconté et que c'est très bien. C'est comme une fois que t'as fini. Ouais, c'est une vraie fin. J'allais dire, une fois que t'as fini Le Seigneur des Anneaux, t'as pas envie d'avoir d'autres romans qui font ce truc. Mais j'ai cru que d'ailleurs t'as pas envie d'avoir une série. Non, parce que justement ça marche pas, tu vois. Mais il y a des romans, enfin il y a des BD qui satisfont. Oui, qui a une fin. Bah après, c'est leur péché originel aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire en live action, enfin même pas qu'en live action, ils ont des animés aussi, mais je veux dire en série, en petit, en grand écran, voilà pour être large. Est-ce qu'on n'arriverait pas à reproduire le côté à l'infini des comics? En fait, bah non, parce que c'est pas naturel. Ouais. Ce qui marche sur papier, ça marche précisément parce que c'est des scénaristes et des dessinateurs qui créent des choses sur une feuille. Vous le faites avec des acteurs réels et même des acteurs voix réels si tu veux entrer dans l'animation. Donc vous pouvez le faire très longtemps, mais à un moment vous allez vous heurter à un truc. La mort. Et puis vous ne pouvez pas faire le truc qu'ont toujours fait les comics à partir d'un certain nombre d'années. Les comics sont en reboot perpétuel en réalité. Ça n'a pas été le cas pendant très longtemps en fait, mais bien sûr. Mais disons que tu dès que tu tombes sur un 70 ans d'existence éditoriale, bah, par définition, un gars qui arriverait et qui dit excusez-moi, c'est pas très logique. Spider-Man, il a toujours tel âge. Enfin, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, les gros con Spider-Man, il tire des toiles par le cul là, et c'est toi ce qui te pose problème, c'est son âge. Enfin, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a tellement tous les héros qui traversent les époques. Oui, bah on le sait, tu vois, c'est comme ça. Maintenant, ouais, c'est d'autres contraintes quand tu le fais. Et parce que c'est vraiment la question, tu vois, si je te dis est-ce que t'en attends quelque chose d'autre, techniquement, enfin moi j'attends que ta réponse par rapport à Loki. Ouais, par rapport à cette partie du MCU, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à en attendre en fait. Bah déjà le contexte fait que pareil, comme on se disait hors micro, je pense que c'est beaucoup le contre-coup des ratages récents qui fait que, bah, comme tu disais, il y a du nivellement par le bas et qu'il y a vraiment des gens. Alors du coup, j'ai pas tenu ma parole, mais en gros, dans ce que j'avais lu, des avis positifs, il y avait plusieurs trucs. Alors honnêtement, il y a des gens qui ont kiffé le jeu de Jonathan Majors parce que je pense qu'ils l'ont trouvé touchant. Ça, par contre, c'est vraiment. Je pense qu'ils l'ont trouvé touchant en fait. C'est uniquement ça. Vraiment, je ne le comprends pas. Je comprends pas non plus, mais je pense que c'est vraiment ce côté oh le pauvre, tu vois. Bah si, il y a un peu ça, tu vois, dans sa manière de jouer, c'est pas sa faute, il est pas méchant, il est incompris. Je pense qu'il y a ça qu'il arrive à te faire passer. Pour les gens qui ont aimé, je pense qu'il y a un peu ça. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont été, il y a réellement, bah c'est toi qui m'avais envoyé le truc où il y a un mec qui disait waouh, masterclass, il m'a trop ému dans l'épisode. Ah oui. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont premier degré, voilà, truc. Mais je pense que déjà, franchement, je veux pas être méprisant ou je sais pas quoi, mais je pense que vraiment quand je vois les profils de des gens qui font ces avis-là, je pense juste sincèrement, et parce que je l'ai été aussi, parce que clairement, si je revois des avis que je postais sur des films ou des séries il y a 10 ans, clairement, je ne les assume pas. Je pense juste que c'est des gens qui sont très jeunes encore. Ah oui, qui ont pas le recul encore, qui ont pas le truc et qui kiffent parce qu'ils, voilà, ils ont pas encore une forme de recul nécessaire et c'est vraiment pas être truc parce que comme dit, moi je me rappelle, j'aimais Casserole. Au début, j'avais défendu Gotham, la série télé, au tout début. J'ai donné des très bonnes notes à des comics qui sont nuls à chier et je me les traîne encore aujourd'hui. Donc voilà, on évolue tous et je pense que clairement, Loki, je pense que si j'avais jamais rien regardé de séries auparavant ou très peu, oui, peut-être que je serais en mode putain, c'était trop ouf et tout ça. Ouais, bah après, je pense qu'il y a ça. Et c'est pas le cas. Il y a effectivement le comparatif, ça c'est clair et net pour tout le monde. Je pense qu'il y a effectivement les gens qui ont dit qu'ils appréciaient, qui étaient plutôt touchés par la conclusion. Mais elle est bonne en soi. Moi, je garde. C'est vrai qu'on a passé. Pas que pour le personnage principal, même pour tous les autres. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a passé le podcast à surtout pointer les trucs qui allaient pas ou qui étaient un peu machin parce qu'on est des connards sans cœur. Sans cœur, voilà, tu vois. Nous, on baisse des montres, tu vois. Qu'elles parlent ou pas, c'est même pas le problème. Voilà, forcément, on est fini, tu vois, depuis le début. Mais le ressenti, dans le sens que ce qu'il faut comprendre, c'est que le ressenti, globalement, moi, je l'ai quand même apprécié, tu vois. J'ai vu plein de trucs que j'aimais pas, mais je me suis dit quand même, voilà, avec l'épisode 6, avec la trajectoire, avec l'ambition de montrer ça, je trouve que c'était quand même rondement bien mené, tu vois. C'est ça. Donc j'entends parfaitement enfin, si des gens m'en disent, moi, j'ai adoré, par rapport à Ant-Man 3, je vais pas du tout tiquer, ou par rapport à Moon Knight, tu vois, je vais leur dire, ouais, je comprends. Oui, c'est vrai. Alors que si quelqu'un dit, j'ai adoré Moon Knight, vraiment,
je ne comprends pas. Pour le coup, Ouais, vraiment, non, mais il y a un blocage. Bah ouais, parce que il me semble qu'il y a eu ça. Il y a le côté aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi assez fans de l'esthétique qui a été amplifiée pour cette saison 2. Après, c'est vrai. Pardon, je te Vas-y, recoupais, vas-y. mais esthétique, ouais. Et puis la musique est toujours aussi cool. Oui, c'est vrai. Nathalie Holt, elle est de nouveau là, Ouais, et ouais. vraiment, et le thème de conclusion, notamment sur la scène du grand final, très bien, quoi. Vraiment, c'est Ouais, une ouais, très c'est- bonne compositrice. Elle ira très loin. Elle a déjà été nommée pour des trucs plus sont juste aux Emmy, je crois. Ouais. Mais vraiment, par contre, l'accompagnement musical est génial. C'est ça. Ça m'a rappelé, hein, le premier épisode, quand t'avais même la musique du générique, je fais, Mm. putain, ça, quand même, je sais que je kiffe le retrouver chaque semaine. Ouais, bah oui. Mm. Donc ouais, non, je sais que t'avais ça. Et t'avais effectivement des gens qui se sont pris, premier degré, alors, ce qui pour moi n'est pas un développement, mais le côté étoffé des personnages secondaires de la saison 1. Et qui se sont dit, bah c'est cool, genre maintenant, que ce soit Hunter 45, ok, B15, que ce soit Casey, que ce soit même le pauvre gars qui finit acteur et qui en fait qui est plus pathétique et craintif qu'autre chose, que ce soit Ouroboros, même le nouveau, etc. Que c'est des gens qui ont kiffé la dynamique de groupe et le fait que ce soit plus une série d'équipe, même si le finish se fait sur Loki, en solo, mais que t'aies un peu cette dynamique qui est pas si répandue que ça en fait dans leur série, d'avoir une espèce de côté petit crew machin comme ça. Eux au maximum ils sont 2-3 dans toutes leurs autres séries, ou alors tu vas avoir un mec principal mais les autres vont être vraiment très 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 éloignés, très loin derrière. Donc je pense que ouais, ça j'ai lu pas mal de gens qui kiffaient en fait l'équipe de Loki. Et je pense qu'il y a les acteurs actrices tout simplement. Ouais. Il y a ils arrivent à rendre sympathiques des personnages, y compris ceux qui sont vraiment pas très bien écrits, ouais. et pas très intéressants sur papier, mais ouais, ils arrivent tous parce que c'est pareil, tu vois. Hunter B15, l'actrice, je la connais de We Own This City, donc série HBO. Ah ouais, trop bien. Et Ouais. elle joue super bien dedans. Ouais. Pareil, oui, bah, Ouroboros, je vais pas revenir dessus. Mais en fait, ils ont pas non plus pris des randoms en les balançant comme ça devant le public. C'est aussi des gens qui ont une carrière à côté, qui ont une carrière qui peut être méconnue à côté, mais qui ont quand même une carrière à côté et qui sont pas des manchots en face d'une caméra, quoi. Ouais. Et voilà. Donc en définitive, on conseille quand même. Est-ce que ça vaut de s'investir 5 heures et quelques là-dedans? Moi, je dirais que ça dépend de votre curiosité par rapport à Loki, pour le coup, lui, tout seul en tant que personnage. Alors, est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelque chose qui ressemble à un vrai dénouement? Ouais. Après, encore à voir si ils tiennent ce truc-là. Même si, moi, encore une fois, ça me dérangerait pas du tout qu'ils fassent un Deus Ex Machina de fou juste pour dégager Kang si c'est leur seul moyen. Je serais grave compréhensif là-dessus. Mais là, pour moi, oui, c'est une bonne fin à ce personnage. On peut dire que c'est facile parce qu'en fait, il se resacrifie. C'est-à-dire, il fait ce que sa version Prime avait fait face à Thanos, en se disant, bah, je sais plus d'ailleurs ce qu'il dit à son ref avant de se jeter sur Thanos, mais il a un truc de pas on se reverra, mais non, il dit un truc du genre acheter les routes du rap. Putain, si seulement avec des milliards 1 milliard de spectateurs. Ouais. Non, mais bref, je crois qu'il avait un truc où l'idée c'est je sais pas, genre le ciel ou le soleil rebrillera pour nous, brother, je sais pas quoi. Ouais, là il se lance, il se fait clairement terminé comme une merde et tout. Et c'était une bête de fin. Et là, c'est pareil, même si c'est, je trouve, un petit peu plus surfait parce que, bah, il se parlait presque à lui-même. Mais le truc de, ok, j'ai compris ce que je dois faire, quel dieu je dois être. Et en fait, c'est arrêter de vivre pour les caméras, en fait. C'est clairement l'itinéraire d'un gars qui se dit, mais en fait, c'est grave classe d'être au service de la communauté et tout machin. Tu veux dire que c'est une série socialiste? Et même si personne le sait, c'est pas grave. Ouais, il a un peu ce truc-là. Ouais. Voilà, donc ça reste
Service public, en fait, clairement. Il est passé d'influenceur à docteur dans un hôpital public, voilà. Voilà, bravo, belle trajectoire Loki. Bravo, et donc Loki. c'est ainsi qu'on conclura ce podcast. Merci beaucoup Yérim d'avoir, j'allais dire participé, mais là d'avoir fait cette émission en fait, puisque je t'ai quand même juste simplement relancé et tenu le micro. Mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast. Donc Loki, c'est sur Disney+ si jamais vous voulez mater. Sinon, il y a d'autres façons de regarder, vous le savez. Et on vous rappelle simplement que si vous aimez ces podcasts, vous pouvez le faire savoir en partageant les émissions sur vos réseaux sociaux. Il y a également une page Tipeee pour nous soutenir au jour le jour et qu'on puisse continuer à faire des émissions jusqu'à ce que la Terre disparaisse. Merci de nous avoir écoutés. Yérim, je te dis à très bientôt. Salut. Salut.